Hello Cécile, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Note à moi-même. Bienvenue sur le podcast. Merci Mona, je suis ravie. J'ai plein de questions à te poser parce que on s'était déjà vu plusieurs fois et tu m'avais raconté des choses qui étaient incroyables sur ta boîte qui m'ont fait rêver et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter pour en savoir plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de comment tu as réussi à designer ton entreprise et ton organisation de rêve, j'aimerais savoir déjà comment tu as commencé parce que je sais que tu as fait une reconversion et qu'à la base tu n'étais pas du tout entrepreneur. Donc quelle est ta vie d'avant? Je vais remonter un petit peu dans les souvenirs, dans le passé. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais avocate avant de devenir entrepreneuse, avant de fonder Neptune Éléments. Et pour comprendre pourquoi j'ai fait le switch d'avocate à entrepreneuse, il faut que je revienne sur pourquoi j'ai voulu devenir avocate. Parce qu'initialement, moi, j'ai fait une prépa et une école de commerce. J'ai fait le SCP. Et en cours, je m'ennuyais. J'avais pas beaucoup de cours et les peu de cours que j'avais, c'était pas hyper stimulant. Et en même temps, j'avais une peur panique du salariat. C'est-à-dire que je voyais à peu près à quoi ça ressemblait. 5 jours par semaine, au même endroit, dans une entreprise, avec des horaires définis, avec peu de vacances, des obligations, un boss. Je me disais vraiment, mais comment je vais faire pour tenir 40 ans dans ce système-là? Vraiment, ça me paniquait. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je me trouve une voie de fuite, une voie de dégagement. Et j'ai vu le droit comme une possibilité de recréer ma vie. On va voir pourquoi c'était une erreur après. Mais j'avais donc le droit, c'était une de mes matières à l'ESCP, ça me plaisait. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire à la Sorbonne en candidat libre par correspondance pour faire un double diplôme de droit et pour pouvoir peut-être devenir avocate. Donc, je suis mes cours et moi, je projette cette vie de pouvoir choisir mes horaires, mes dossiers, de pouvoir gagner plus si je travaille plus, puisque je serai libre de ma rémunération. Pour moi, une profession libérale, c'est ça. D'être complètement indépendante, de choisir aussi des grandes causes à défendre, d'être utile à la société. Donc, je vois vraiment le métier d'avocate comme une source de liberté et en plus des vraies compétences que je ne trouvais pas dans l'école de commerce, où on avait des cours très globaux, très théoriques. Je fais ça et au bout d'un an et demi de droit, je décide de tenter le barreau parce qu'en fait, par correspondance, j'avais accumulé plusieurs années en même temps qui me permettaient de passer L2, L3, M1 en un an à peu près. Waouh. Et avec un M1, on peut se présenter au barreau. Et je voulais voir à quoi ressemblait l'examen. Généralement, les gens le passent 2 ou 3 fois au bout de 5 ans de droit pour pouvoir devenir avocat, donc l'obtenir, passer l'examen. Je me suis dit, bon, on va voir la structure. On va un petit peu déjà s'intéresser à ça. Je le passe et je finis 10e du barreau de Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne. Donc là, évidemment, je me dis, c'est une vocation, j'ai bien fait de choisir cette voie, c'est incroyable. Là, j'ai tous les cabinets de Paris qui s'ouvrent à moi. C'est incroyable, 10e. Ouais, 10e. C'est genre. Voilà. C'est un truc de fou parce que c'est hyper dur comme examen. Ah oui, mais non, mais c'est un des concours les plus durs de France. J'avais fait que donc 1 an et demi de droit au total, donc un an de droit, de master licence, et après quelques mois pour préparer le barreau. Et effectivement, je finis 10e. Donc, vraiment, à ma plus grande surprise, hein, c'est-à-dire que vraiment, moi, je le passais pour voir la structure de l'examen. Donc, évidemment, j'ai été voir comment il fonctionnait, j'avais été vraiment me renseigner. J'avais appelé des gens qui l'avaient passé. Donc, et puis, j'avais pas le temps aussi de le bosser en profondeur. Donc, en fait, je bossais un petit peu de chaque matière à toute vitesse en me disant, il faut que je sache l'essentiel de tout. Contrairement aux étudiants qui venaient avec des codes, des valises de codes, parce qu'on pouvait avoir des codes sur nous pendant l'examen, et qui passaient leur temps à chercher la jurisprudence près, une date exacte, etc. Moi, j'avais rien d'exact. Moi, c'était des gros principes. Je te balançais sur ma copie à toute vitesse le plus de notions pour dire, regardez, je m'y connais un peu, en fait, pour pas être ridicule. Et en fait, c'était ça qui marchait. Enfin, c'était ça qu'on attendait. C'était, en fait, les épreuves du barreau, elles sont impossibles à faire dans le temps imparti. Donc, plus tu vas vite, plus tu arrives à avoir de points. Donc, c'est comme ça que je l'ai analysé après coup, je pense. Mais donc, à ce moment-là, toutes les portes des cabinets à Paris, les meilleurs cabinets s'ouvrent. Je me rappelle vraiment les cabinets de mes rêves. Donc, des Français, des Américains, j'avais vraiment le choix. Donc, je m'engouffre, tête baissée, je fonce et je me dis, c'est ma carrière voilà, qui s'ouvre à moi. Et puis, petit à petit, donc les années passent et je me rends compte que j'ai pas de vie.
En fait, c'est génial. J'ai une super carrière sur le papier. Tout le monde me dit bravo, t'es vraiment trop forte, tu vas réussir ta vie, etc. Mais moi, j'ai pas du tout l'impression de réussir ma vie. Moi, je bosse de 9h30 à 4h du matin, tous les jours, week-end compris, pas de vacances. Je ne décide pas de mes horaires. Et d'ailleurs, si j'arrive en retard, si j'arrive à 9h45 le matin, alors que j'ai fini à 4h, on vient me disputer. Waouh. On est un petit peu materné dans la cabinet d'avocat. Je décide pas de ma rémunération, elle est fixe. Peu importe le nombre d'heures que je travaille, je reçois un salaire à la fin du mois, une rétrocession d'honoraires, et c'est tout. Et globalement, je peux pas décider de où je travaille. Je dois venir au même endroit. Parfois, c'est des open space, d'ailleurs, avec plusieurs avocats toute la journée. Et je peux pas décider de travailler de chez moi si j'ai décidé. Il n'y a pas de télétravail. Donc, petit à petit, je me projette plus du tout dans ma vie. Et vraiment, je suis dissociée de moi. J'ai l'impression que je vais au travail, et les jours se passent. Mais en fait, je sais très bien que ça me correspond pas. Comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Et évidemment, j'aurais pu me dire que c'est parce que j'étais collaborateur junior. Parce qu'au début, quand tu commences, voilà, tu as un peu ce statut où tu es salarié sans les avantages. Tu vois, tu as tous les inconvénients du salariat, mais tu n'as pas les avantages dans le sens où tu n'as pas le chômage si jamais tu es viré, tu n'as pas de retraite, quasiment pas. Et donc, j'aurais pu me dire, oui, mais ça, c'est le début. Et après, tu peux être associé au bout de 10 ans. Et donc, tu as un peu plus de liberté quand tu deviens associé. Sauf qu'autour de moi, je regardais, mais il n'y avait pas de femmes associées, ou très peu. Et elles n'avaient pas du tout une vie qui me faisait envie. C'était vraiment, je délègue mes enfants à quelqu'un d'autre, parce que je ne peux pas les voir. La vie ne s'améliorait pas. Et en fait, la plupart des femmes, d'ailleurs, décidaient de quitter la profession au bout de quelques années quand elles avaient un projet de maternité. Et elles partaient en tant que juristes dans des grands groupes, par exemple. Donc, elles étaient salariées au bout d'un moment. Et moi, j'avais choisi le droit pour ne pas être salariée. Donc, il y avait vraiment une incompatibilité. J'ai l'impression de foncer dans le mur. Et en fait, j'ai eu 2 déclics qui m'ont fait devenir entrepreneuse. Le premier, c'est lorsque j'étais élève avocate dans un cabinet américain. Un soir, on est invité à un pot de départ. Une avocate quitte la profession d'avocat, non pas pour devenir salariée cette fois, mais pour lancer sa marque de mode. C'était Jessica Trofontaine qui montait Septem. Jessica, que je salue, qui est hôte aussi d'un podcast aujourd'hui qui s'appelle Ressentir, et qui est une femme formidable et l'une de mes plus proches amies aujourd'hui. D'ailleurs, je déjeune juste après avec. Mais à l'époque, donc, elle est une avocate que je connais pas encore très bien, qui est en train de plaquer sa robe d'avocat pour une robe de mode. Et en fait, là, il y a un décloisonnement qui se fait dans ma tête. Je me dis, comment ça, une avocate qui a fait du droit toute sa vie, du droit des affaires, dans un cabinet américain, est en train de monter une boîte, donc entreprend, et en plus dans la mode, alors qu'elle a aucune formation, aucune compétence, qu'elle n'est pas passée par une école de commerce, ni une école de stylisme. Je me suis dit, mais en fait, il y a un monde, c'est pas possible. On m'a pas dit, moi. Moi, on m'avait dit, si on voulait faire entrepreneuriat, il fallait prendre l'option entrepreneuriat à l'ESCP. Donc, vraiment, je me disais, donc tout est possible. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on était sur une terrasse quand il y avait ce pot de départ. Elle a fait son annonce et tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde s'est mis à se dire, oui, elle pète un câble, mais ça va lui passer, elle va revenir quelques années après. Vraiment, j'étais la seule à me dire, mais waouh, en fait, non, elle pète pas un câble, elle a tout compris. Je sens que je vais aller là-bas aussi, c'est sûr. Je me dis, il faut que je regarde exactement ce qu'elle est en train de faire. Et donc, elle commence à lancer Septem, sa marque, sur Instagram. Elle montre les coulisses. Moi, je regarde de près. Et en fait, tous les midis sur ma pause déjeuner, je regardais et je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ça a l'air si simple. Ça a l'air accessible à tous. Elle a été sourcer sa matière, elle a été trouver ses fournisseurs. Voilà, il se passe ça, elle sort une collection. Et moi, qui brûlait de faire avancer des choses et de créer, et qui me sentais complètement limitée dans un quotidien que je choisissais pas, et bien vraiment, un jour, sans réfléchir, j'ai ouvert PowerPoint sur mon ordinateur, dans un cabinet d'avocat. J'ai designé des bijoux avec 0 compétence. Le lendemain midi, je suis allée chercher des gens qui pouvaient me former à comment on soude des pierres et du métal. Donc, j'ai été voir des soudeurs qui ont notamment soudé des bijoux chez Dior. Je leur ai demandé de m'apprendre. J'ai posté des photos de bijoux sur Instagram et j'ai monté ma marque de bijoux. Donc ça, c'était ma première leçon d'entrepreneuriat. Pendant 6 mois, j'ai rien dit à personne. J'ai travaillé en sous-marin, dans ma chambre, le soir, le week-end, dès que je pouvais, en fonction de mes horaires du cabinet. Mais tout mon temps était consacré à ça. Et petit à petit, la marque commençait à marcher. J'avais mes potes qui s'abonnaient à la marque sans savoir que c'était la mienne.
Je faisais des jeux concours, ils participaient aux jeux concours pour gagner des choses. Donc, je les ai gagnés. Ils étaient trop contents. Ils ne savaient pas que c'était moi. Trop marrant. Donc, c'était vraiment dingue. Bon, au bout de 6 mois, j'ai quand même dû le dire parce que, en fait, je vivais en coloc. Et au bout d'un moment, je me faisais griller. D'ailleurs, une fois, je faisais une visite. Il y avait des bijoux qui traînaient. Et donc, une fille avait remarqué, ah bah tiens, c'est les bijoux de cette marque. Ça s'appelait Cassiope et Paris. J'étais en mode, ah oui, tout à fait, j'en ai acheté. Donc, c'était drôle. Et donc, La double vie. Ouais, vraiment la double vie. Et donc, ça m'a appris que tout était possible. Et jusqu'au moment où la marque commence à bien monter. D'ailleurs, j'avais des influenceuses qui portaient mes bijoux. Il y avait, par exemple, Noolita ou Daphne Mode and the City, à l'époque, qui sont des grosses influenceuses sur Instagram, qui avaient porté mes bijoux. J'avais eu des pics de vente. Donc, j'avais dû vraiment gérer ça. J'avais dû mettre ma mère qui commençait à reproduire les bijoux. Parce que moi, je faisais des collections que je designais en fonction d'un thème qui était vraiment... Enfin, c'était pas juste des bijoux, c'était une thématique très travaillée, comme des collections de mode, mais dans les bijoux. Et pourquoi tu voulais pas le dire? Je voulais pas le dire parce que je me disais, mais personne va comprendre ce que je suis en train de faire. En fait, même moi, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne savais pas. Vraiment, c'était comme si j'étais mue par l'idée de créer et de vendre et de faire évoluer quelque chose, en fait. Tellement le monde de la justice, c'était enfermant, tellement je subissais des conditions et tellement, de toute façon, un procès... Parce que moi, je me suis spécialisée en contentieux. Et donc, des procès, ça prend au moins 2 ans, voire 10 ans si tu vas jusqu'à la cassation. En fait, ça n'avance pas. Tout est lent. Donc là, je pouvais mettre de la rapidité dans un projet qui sortait de ma tête et le faire évoluer. Et en fait, à la base, je suis partie quand même d'un problème que j'avais. C'était que les marques de bijoux, je trouvais que les bijoux, c'était n'importe quoi, que les marques n'avaient aucune âme, qu'il n'y avait pas de service client, que ça ne tenait pas. Et en fait, je me suis dit, mais ça m'énerve tellement que je vais résoudre ce problème. Je vais la créer, la marque de rêve. Vu que Jessica y arrive avec sa marque de rêve chez Septem, je vais faire la même chose sur les bijoux. Effectivement, ça a marché à tel point que M6 a voulu faire un reportage sur la marque. Et à tel point que j'avais des revendeurs qui me demandaient, alors, sans que je démarche rien du tout, hein, ça m'arrivait, c'était de l'entrant. Il n'y avait aucune publicité, rien du tout. Et j'avais des revendeurs qui voulaient me vendre dans les boutiques. Et à un moment donné, je gagnais plus avec mon job de bijoux que mon métier d'avocate. Donc voilà. Jusqu'au moment où je prête serment. La prestation de serment, ça arrive après quelques années où tu es élève avocate et tu vas officiellement devenir avocate. Donc, tu prêtes serment devant la cour d'appel. Et à ce moment-là, tu t'engages à respecter tous les grands principes de droit. Et notamment, tu as un dernier examen de déontologie, à ce moment-là aussi. Et tu t'engages, quand tu prêtes serment, à respecter la déontologie de la profession d'avocat. Dans la déontologie, c'est bien dit que tu ne peux pas avoir de profession commerciale. C'est incompatible, c'est interdit. Donc là, il faut que je fasse un choix. Il faut que je choisisse entre continuer dans la profession dans laquelle je suis. En plus, j'étais vraiment dans le cabinet de mes rêves. Et ma boîte de bijoux, avec vraiment en me disant, mais personne va comprendre ce que je fais. Et même moi, en fait, je me suis dit, là, je suis en train de jouer au jeu de l'avocat. J'ai créé ce mode de jeu qui s'ouvre à moi. Il faut que j'aille un peu plus loin. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Et donc, il y a des gens qui ont voulu reprendre ma boîte de bijoux. J'ai dit non, en me disant, un jour, j'y retournerai, je le sais. Donc, je la laisse de côté, je la ferme tranquillement, je ferme le site, je garde le compte Instagram, mais elle m'appartient. Et par contre, je continue dans la profession d'avocat pour voir si je peux un peu modifier des règles et voir un peu si je tire mon épingle du jeu en développant, par exemple, de la clientèle personnelle, en faisant un petit peu accélérer ma carrière pour aller être associée plus vite. Donc, je fais ça, je ferme la boîte. Je retourne dans mon métier d'avocat, mais en fait... la vie reprend avec beaucoup moins de saveur, puisque j'étais juste avocate. Donc, tout ce qui n'allait pas reprend de plus belle, mais en plus de ça, avec un goût amer, parce que j'avais goûté à autre chose. Tu vois, j'avais vu que je pouvais avoir une vie où il se passait plein de choses, où je pouvais vraiment tout construire. Et je commence à me dire que ça va pas. Et à ce moment-là, j'ai Victoire, une amie de prépa, qui me dit « J'ai vu que tu avais monté ta boîte de bijoux. Je voudrais monter aussi une boîte en parallèle de mon job, dans les algues. Et donc, est-ce que tu peux m'aider à monter la boîte ? Un peu de mon travail, le marketing, comment on monte une société, même au niveau juridique, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les premières étapes pour trouver des fournisseurs, des choses comme ça. » Donc là, je commence à m'intéresser à sa boîte. Et elle me dit, les algues, c'est bon pour la santé. Qu'en gros, elle a entendu parler de la médecine chinoise et notamment de l'Asie, de la Corée, où les algues sont utilisées vraiment pour régénérer les gens. On les offre aux anniversaires, par exemple, en forme de bouillon en Corée, parce que c'est synonyme de jeunesse. Et c'est aussi un aliment alicament.
qui peut être aussi utilisé dans certaines maladies pour guérir plus vite ou dans les chimios. Donc, elle entend parler de ça. Il y a des femmes qui lui ont raconté leur histoire qu'elles ont guéri en mangeant des algues sur prescription de leur médecin. Des médecins parfois qui sont plus d'Asie parce qu'ils ont plus cette connaissance des algues depuis des millénaires. Parce que l'algue, il faut savoir, elle est inscrite dans les traités médicinaux en Chine depuis des millénaires. Donc, elle me dit tout ça. Moi, je me dis, c'est hyper intéressant, je vais creuser le sujet. Sauf qu'en creusant, je me rends compte que l'algue, c'est pas seulement un super aliment pour l'homme, c'est aussi un super-héros pour la planète. En fait, l'algue, elle capture 3,5 fois plus vite le CO2 que la forêt amazonienne. Que l'algue, on peut en faire des alternatives à tout. C'est-à-dire qu'on peut en faire des alternatives au plastique, on peut en faire du bois, mais vraiment qui ressemble à du bois, mais qui est incombustible. C'est-à-dire que si tu fais ta maison à base d'algues, elle ne peut pas prendre feu. Tu peux en faire des alternatives aux antibiotiques. Tu n'as plus besoin d'antibiotiques pour les animaux, par exemple. Tu peux en faire des alternatives aux pesticides. Si tu mets des algues sur les champs, tu n'as pas besoin de mettre de pesticides. Vraiment, là, je me dis, mais il y a un monde qui s'ouvre comme si on avait une ressource que personne ne regardait, qui était là. Parce que quand même, la France, c'est le 2e territoire maritime au monde. Et donc, personne ne regarde cette ressource qu'on a, alors même qu'elle peut solutionner tous les problèmes qu'on a actuellement, les grands enjeux, tu vois, au niveau de l'agriculture, au niveau des packaging de plastique, au niveau des matériaux, de la déforestation, au niveau de l'alimentation. Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, on commence à bosser ensemble de plus en plus régulièrement avec Victoire. Ça marche. Et au bout d'un moment, elle me dit, bon, c'est évident qu'il faut qu'on monte la boîte ensemble. Je sais que tu peux pas le faire à 100%, mais du coup, je te propose de m'aider sur le long terme et je te rémunère. À ce moment-là, se pose encore le problème de je ne peux pas accepter. Là, t'as encore ton taf d'avocate. Oui, je suis toujours avocate. Là, je suis avocate vraiment à plein temps. Donc, je fais encore du sous-marin le week-end, le soir avec Victoire, mais parce que j'ai une amie. Mais dès que ça devient potentiellement sur le long terme un job rémunéré, je peux pas. Et donc, je lui dis, en fait, déontologiquement, je ne peux pas accepter ce poste. Donc, je suis désolée, je refuse. Sauf que là, ça va plus du tout. Enfin, je me dis, mais en fait, je retourne encore dans ma vie, là. Ma vie de merde. Ça va toujours pas. Ça va pas du tout. Et je me dis, mais en fait, tout ce qui se passe de bien dans ma vie, je suis obligée de le refuser pour un principe qui est l'avocat ne peut pas cumuler une profession commerciale. Je me dis, mais qui a inventé cette règle ? Enfin, est-ce qu'on peut pas la faire tomber ? Vraiment. Et donc, je demande autour de moi, je demande à des gens qui sont à l'ordre du barreau, à l'ordre des avocats, pardon, quelle est vraiment la finalité de cette règle ? Et tout le monde me répond de façon très juridique, très juriste, ah ben non, c'est écrit dans le code, donc c'est interdit. Voilà. Donc il n'y a pas de raison, je vois que ça ne changera pas, comme beaucoup de choses dans la justice, c'est écrit, c'est la règle, on la remet pas en question. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu raisonnes pas comme ça, tu vois. Tu raisonnes pas de c'est la règle, elle dit ça. Tu te dis, est-ce que c'est logique ou pas ? Et donc là, je vois qu'il n'y a rien à faire pour cette profession. En plus de ça, il y a plein d'avocats qui gagnent moins que le SMIC. Tu sais, qui auraient besoin d'avoir une activité commerciale à côté, de pouvoir être serveur le week-end, etc. On leur autorise pas, c'est interdit aussi. Donc, du coup, à ce moment-là, je pète un câble. Je décide sur un coup de tête, alors même que je n'ai pas droit au télétravail, de prendre un train, de partir en week-end. On était un vendredi matin, vraiment. J'arrive au cabinet, mais en fait, je me dis, je ne vais pas rester. Je rentre chez moi, je fais une valise, je prends le premier train. Du coup, direction Saint-Malo. Je réserve un Airbnb en dernière minute. Je vais faire des courses, j'arrive, et là, je me pose pendant 3 jours, je coupe tout, et je commence à réfléchir à ma vie. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je suis allée nager, du coup, dans les algues, parce que j'avais un Airbnb juste en face de la mer, et il y avait énormément d'algues, ce jour-là à Saint-Malo. C'était un hasard total. Hein. Et donc, je suis allée faire du longe-côte avec des gens en combinaison, et on était vraiment immergés d'algues. Et ensuite, j'ai continué de lire sur les algues, et je me suis dit, mais là, non seulement j'ai l'opportunité de m'engager dans un projet qui a du sens et de faire des choses qui avancent vite, qui m'excitent, etc. Mais en plus de ça, potentiellement, j'ai l'opportunité de designer toute ma vie. Tu vois, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est tu crées ton entreprise, mais tu crées aussi tes conditions de vie. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce qui allait pas, je me suis dit, bon, là, c'est sûr qu'il y a un fait qui m'apparaît, c'est je ne peux pas rester avocate. Je n'y arrive plus, je ne peux pas continuer. Mais j'avais quand même peur de m'engager dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est hyper risqué. Donc, je m'étais fait plusieurs scénarios. Petite introspection, là, pendant 3 jours, à base de scénario 1, je suis salariée, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis bonne en quoi ? Bon, j'ai fait des bijoux. J'étais bonne en vente, en e-commerce, j'étais bonne en com. Je peux peut-être aller être salariée dans une boîte pour faire ça. Je me dis oui, mais sauf qu'en fait, je retombe dans les conditions salariées. C'est pas ce que je voulais. C'est pas mon objectif de vie.
Donc, tu vois, et là, je vais aller chercher vraiment, c'était quoi mon objectif il y a 10 ans, là? On remonte en arrière. Quand j'étais jeune, comment je me projetais dans la vie? Je me projetais libre, indépendante, je me projetais à avoir plusieurs projets. Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de faire des trucs qui m'enferment? Et donc, à partir de là, dans tous les scénarios possibles, il y en a un qui apparaissait tellement mieux que les autres, c'était je pars dans le projet utile qui fait sens, qui est en train de me driver, et en même temps, dans ce projet-là, je construis complètement ma vie. Mais ça demandait un accord, parce qu'on était deux. C'était pas mon projet. Donc, j'ai rédigé des pages, et Victoire s'en souvient, de vision, de voilà ce que je te propose. La boîte, ça va être ça, 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 ça. Voilà comment j'imagine les choses. Mais en plus de ça, notre vie, ça va être ça, 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 ça. Je lui envoie et je dis, si ça te va, je te propose qu'on s'associe à 50-50 et qu'on monte la boîte. Vraiment. Et que ce soit le projet de notre vie. Et en fait, au bout d'une heure, elle lit et elle me dit, non mais en fait, je pensais même pas que c'était possible. C'est vraiment elle me dit, c'est mon meilleur scénario possible. C'est le truc dont je rêvais, mais je me disais que c'était pas possible. Et je lui dis, bah go, on y va. Et le lundi matin, je reviens donc à Paris. Enfin, le dimanche soir, mais le lundi matin, je reviens au cabinet, je démissionne. Immédiatement, je vais voir mon patron, je dis, je démissionne, je vais lancer ma boîte dans les algues. Voilà. Évidemment, il a bien ri. Il m'a dit, oui, bon. Elle a encore craqué, voilà. une autre. Non, mais voilà. Et mon père, pareil, qui me dit, écoute, oui, prends un petit thé, il n'y a pas de souci. Tu te fais une petite méditation et puis ça ira mieux dans une heure. Et on y retourne. Voilà. Mais c'est ça, les gens ne captaient pas que j'étais vraiment décidée. Mais comment tu as fait pour passer, en fait, tu vois, il y a quelques années à... Parce que tu vois, quand tu as vu Jessica devenir entrepreneur, tu t'es dit, ah, mais je pensais pas que c'était possible, etc. Donc, comment t'es passé d'un mindset où tu pensais qu'il fallait suivre les codes quand même et être un peu dans une profession qui était cadrée, à, en fait, tout est possible et j'envoie à Victoire un plan qui est vraiment le best case scénario, tu vois. Mais je pense que déjà, sur le côté boîte, j'avais déjà mis les mains dedans en faisant mes bijoux, tu vois. J'avais quand même créé des fournisseurs, créé un peu un système, parce qu'il y avait mon père qui faisait un compta, ma mère qui faisait la reproduction des bijoux, j'avais des freelances, etc. Donc j'avais créé un petit peu une équipe, même si c'était pas vraiment une équipe salariée, mais voilà. Donc j'avais déjà la vision de on peut créer tout à partir de rien. T'as vu que c'était possible. Ça, c'était possible. Ça, c'était OK. Et là, au début, quand on se lançait dans les algues, la vision, c'était on va créer une marque d'algues à destination du bien-être, une marque alimentaire et nutraceutique. Donc, globalement, c'était vendre des algues à saupoudrer dans les plats avec un joli design de boîte que j'allais faire. Et donc, ça, je maîtrisais parce que j'avais déjà designé des bijoux, tu vois. Donc, je partais de quand même une connaissance que j'avais pas quand Jessica elle montait Septem. Moi, j'étais juste là, avocate à ce moment-là. Avocate qui n'avait pas pris l'option entrepreneuriat à l'ESCP, qui était réservée qu'à 30 personnes. Quelques années plus tard, j'ai lancé ma marque, j'ai vu que ça marche. Et c'est vraiment au moment où je suis allée en Bretagne seule et que en fait, je me suis échappée de ma vie. Parce que si tu restes dans ton quotidien tous les jours et que tu rentres le soir, t'es crevé, le week-end, t'es rappelé au cabinet, t'as des dossiers qui s'enchaînent, etc., t'arrives jamais à avoir le recul nécessaire sur ta vie, tu vois. Tu te dis, ça va pas, mais bon, je continue parce que j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps de réfléchir. Et à un moment donné, il y a un livre qui est sorti, c'était L'appel de la fugue de Ali Di Firenze sur Instagram, qui s'appelle en fait Alice Chéron, qui invitait les femmes à faire une fugue seule. Elle a fait ça en Italie et ensuite elle s'est installée en Italie pour la petite histoire. Et aujourd'hui, elle a un compte sur l'Italie qui est magnifique. Et donc moi, j'ai lu ce livre et ça m'a fait me dire, tiens, il faut que je parte et pour que j'ai cet espace mental de pouvoir voir ce qui cloche et comment je le résous. Parce que je n'y arrive pas dans ma vie quotidienne. C'est un train-train, c'est métro, boulot, dodo, clairement, avec zéro espace déjà pour voir mes amis, pour voir mes proches, et donc encore moins pour décider de comment je réagence ma vie, quoi. Et c'est vraiment en partant que là, j'ai pris 3 jours et j'ai déconstruit tout. En fait, moi, je suis vraiment allée me dire, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie? Mais qu'est-ce que je voulais? Et en fait, à tel point que j'ai tout déconstruit, que je me suis dit, mais si je devais repartir à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que j'irais chercher? Et là, j'ai vu qu'à l'époque, j'étais en couple. Mon couple n'allait pas du tout non plus. Et donc, je t'ai dit, je suis rentrée, j'ai démissionné de mon job, mais j'ai quitté mon mec aussi. Ah, c'était le gros reset. C'était page blanche. C'était en mode, je veux tout recommencer. Je suis partie sur n'importe quoi. Je suis partie sur la vie. Tout tracé. Je me suis laissée emporter en fait par ce qui m'arrivait, tu vois, par le fait que j'ai fini 10e du barreau du premier coup. Et du coup, j'ai pas vérifié mes hypothèses, qui étaient la vie d'avocat, elle te permet d'être libre et indépendant. J'ai pas vérifié. J'ai juste pris le truc pour un signe. Le score, en fait, la performance c'est de là que je dois aller parce que je suis bonne. Mais en fait, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était quand même d'avoir une vie indépendante et loin du salariat quand même. Donc, et de pouvoir aussi bien gagner ma vie. C'était important pour moi de me dire, je n'ai pas une rémunération qui est fixée par quelqu'un et qui est limitée. Donc, j'étais pas. Et donc, là, grand virage. Grand virage.
énorme. Et là, tu t'en sais combien? Tu te sentais bien ou flippée ou... Alors, au début, hyper enthousiaste. Vraiment, j'ai jamais ressenti ça, une liberté folle en me disant, mais ça y est, je m'aligne complètement avec la vie que je veux avoir, etc. C'est la première semaine. Deuxième semaine, je commence à me dire, mais en fait, je vais pas toucher le chômage parce que je suis profession libérale et donc là, je finis un peu le préavis que je me suis fixé, donc 3 mois, peut-être 2 mois même. Et après, j'ai plus rien. Et en fait, j'ai pas d'argent de côté. Et en plus de ça, on m'annonce, ah oui, mais en plus, comment tu vas faire parce que avocat, tu ne touches pas les aides à la création d'entreprise, l'ACRE, etc. Tu es éligible à rien. Et je me suis dit, oula, en fait, j'avais pas du tout réfléchi à l'aspect financier. J'étais tellement dans vite, libérez-moi, Ouais. je veux retrouver ma liberté, je veux créer ma vie, etc., que j'avais pas du tout, dans la vision de ce que j'avais écrit à Victoire et dans tout ce que j'avais imaginé, réfléchi à comment je finance l'entreprise. Et donc, j'avais ce truc naïf de ça va rouler direct, parce que mes Ouais. bijoux aussi avaient roulé direct. Tu vois, j'avais ce truc de j'avais posté un jour mes premiers bijoux sur Instagram, première vente 400 euros. Tu vois, alors que j'avais 3 photos sur Instagram. Donc, je m'étais dit, bon, ben, et Ça après, va marcher, ouais. voilà, ça va marcher, c'est facile. Sauf qu'en fait, les algues, c'est pas si simple. Déjà, où est-ce que tu trouves les algues? Il faut se former. Ouais. C'était pas inné en mode tu prends n'importe quelle algue et tu la package. Non, non, là, il faut savoir ce que tu vends. C'est de l'alimentaire. Il y a des règles. Ouais, il y a un développement à faire, etc. Ouais, et puis tu dois savoir quelle algue tu peux commercialiser. Il y a des règlements européens à connaître. Niveau nutrition, les dates de péremption. Enfin, c'était tout un secteur alimentaire, je connaissais pas. Comment t'as fait alors? Et bah, du coup, au bout de 3 semaines, donc c'est là où je dormais plus. La nuit, Ah oui, la vraiment, je panique. ne dormais plus. J'étais comme ça. Je regardais mon plafond. Je me disais, c'est pas possible. Je peux pas. Je veux pas. Et donc, j'ai dit à Victoire, en fait, je vais pas être en capacité tout de suite de quitter mon job vraiment. Parce que là, il faut que je puisse monter la boîte. Je veux toujours la monter, mais je voudrais avoir une sécurité financière et être sûre de lâcher mon job que quand la boîte commence à rouler. Donc, on va faire les deux en parallèle. Comme j'avais fait pour mes bijoux, finalement, tu vois. Sauf que là, ce serait assumé. Et donc, je reviens voir mon boss en disant, bah voilà, j'aimerais bien remissionner parce que ma boîte va pas être prête avant, je pense, un moment. Voilà, au moins 6 mois. Donc, est-ce que je peux rester 6 mois? Évidemment, bah, mon patron, associé à l'époque du cabinet, me dit, mais évidemment, en fait, Cécile, tu n'es pas virée. C'est toi-même qui as décidé de partir. Nous, on voulait pas te virer. Et en fait, là, si tu veux rester, ça nous arrange parce que le plus longtemps tu restes, le plus longtemps Bien tu sûr. gères les dossiers. Et voilà. Donc, et comme tu les traitais bien, il n'y avait pas de sujet. Donc, je suis restée. Et d'ailleurs, ils m'ont engagée à rester au moins 8 mois. C'était le deal. Parce que 6 mois, c'était trop court. Donc, moi, je me suis engagée à rester 8 mois. Et ce qui était parfait, parce qu'on a eu le temps de se former. Donc, on s'est formé. On a fait une première formation en algues alimentaires. On a obtenu une certification en algues alimentaires avec la note de 19. Bravo. Bon, franchement, là, c'était pas une performance. Enfin, c'est tu suis la formation et tu réponds aux questions après. Mais voilà, c'était marrant. Sur le coup, on était en mode, ah, on retourne à l'école, c'est trop bien. Sachant que ça, c'était la première formation pour lancer la boîte. Mais après, pour lancer une boîte dans les algues, il y a quand même une capacité professionnelle à avoir que tu dois absolument avoir au bout de 2 ans de boîte et qui te demande de revenir à l'école. Donc pour le coup, on est revenu à l'école. On a été dans le lycée maritime de Saint-Malo pendant 5 semaines. On a passé des examens et des oraux où on était toutes dans une salle. Mais ça, c'était un peu plus tard. Mais c'est pour compléter le fait que en fait, c'était un secteur qui demandait une formation préalable ou une formation que tu fais dans les 2 ans pour valider que tu as bien les compétences pour cultiver des algues, par exemple. Ouais. Et au bout de 8 mois, du coup, vous pouviez vendre les produits. Au bout de 8 mois, on a lancé notre première campagne Ulule. Ok. Et Ça a marché? Et ça a marché, on a fait 30 000 euros. Donc, très bien pour un début. Il faut savoir qu'avec 30 000 euros, ça fait un capital d'apport qui permet de faire un premier effet de levier. Et donc, d'avoir 30 000 euros de la BPI, Ok. la Banque publique d'investissement de la France. Ouais. Voilà, BPI France. Et beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Mais en fait, à partir du moment où on a des fonds propres, on peut faire des effets de levier et aller chercher des subventions ou de la dette qui vont permettre de lancer l'entreprise sereinement. Des prêts bancaires. Nous, c'était des subventions. Ok. Et à partir du moment où on a ça, on peut ensuite aller chercher des fonds. Ok. Parce qu'au bout de 8 mois, évidemment, que ça ne suffisait pas à nous payer des salaires. Et on a fait 30 000 euros parce que c'était un mois de lancement. Mais on n'allait pas faire 30 000 euros tous les mois comme ça, tu vois. Là, c'était vraiment parce qu'on avait fait une com sur le lancement. Voilà. On savait qu'on avait quand même des
des gros frais à payer, de monter une équipe, que ça allait nous demander beaucoup trop de temps pour être rentable, surtout qu'on faisait de la R&D, recherche et développement. Ouais. Parce que le secteur de l'algue n'était pas du tout ouvert. Et donc, on a très vite été levé des fonds. Et alors, du coup, là, si on revient du coup, au moment, donc 8 mois après, où là, tu pars vraiment du cabinet et que tu te mets vraiment full-time sur Neptune, comment tu te sens? Je me sens bien, sachant que avec Victoire, donc on s'est dit on va créer notre boîte de rêve avec notre vision de rêve, etc. Donc là, on part vraiment en tête de ça va bien se passer. Très vite, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Enfin, ça va bien se passer dans nos têtes, mais en fait, sur le papier, on a fait notre lancement et on est très contente, mais on commence à faire... en fait, on commence à recevoir plein de conseils d'entrepreneurs et de pas entrepreneurs aussi, et de notre famille, et de nos amis, et de gens qui n'ont rien à voir. Et tout le monde nous dit tout et n'importe quoi. Et nous, comme on débute, on écoute. Et donc, on fait plein de bêtises. On se remet à faire toute la semaine des colis avant. Parce qu'on nous a dit, oui, vous n'allez pas commencer à prendre un logisticien alors que vous pouvez faire vous-même les colis, vous pouvez faire vous-même la compta, votre business plan, vous le faites vous-même. Et en fait, du coup, on fait n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que même on finit par prendre des bureaux, parce qu'on nous dit, oui, il faut absolument prendre des bureaux, il faut annuler vos vacances, parce que vous allez... Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice, il faut le savoir. Vous allez perdre vos amis. Mettez vos projets de maternité, si vous en avez, de côté, parce que ça ne va pas vous aider à lever des fonds, et ni à attirer des investisseurs, et ni à gérer votre vie au quotidien avec l'entrepreneuriat. Ça va vous faire plonger, entre guillemets, vous sentir débordé et vous faire abandonner votre boîte. Donc, on part avec tous ces conseils-là en tête. Et du coup, on se met dans le mood de l'entrepreneuriat idéal pendant 1 an et on fait n'importe quoi. Ce que j'appelle la période de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire matcher tous les conseils des uns et des autres. Donc, on prend des bureaux à Station F, on prend des stagiaires, des salariés. Et alors même qu'avec Victoire, donc dans la vision, puisque ça, j'en ai pas parlé, mais dans la vision que j'ai écrite, que je lui ai envoyée, et dans ce que j'ai dit que je voulais de l'entrepreneuriat, il y avait 2 choses importantes. Je voulais pas de bureau, parce que pour moi, je voulais avoir la flexibilité totale de pouvoir décider de où je travaillais. C'était hyper important pour moi, de plus avoir ce présentéisme, de devoir venir à un endroit tous les jours, à côté des gens, de ne pas pouvoir me concentrer, de me faire interrompre sans arrêt. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, tu vois. C'était encore de l'absurde. Donc, pour moi, télétravail. Et en plus, il y avait eu le confinement qui était passé par là, parce que là, on était en 2021, au moment où on a lancé Neptune. Donc, on avait l'expérience du télétravail. On avait vu que ça marchait. Et je ne pouvais pas retourner en arrière, tu vois. Et donc, les gens qui nous disaient, oui, il faut absolument monter sa boîte à Paris, avoir des bureaux, être les uns à côté des autres, pour bien regarder ce que font tes salariés, pour bien les contrôler et être sûr que ce soit clair pour eux ce qu'ils doivent faire, ça n'allait pas du tout, ça, cette vision. Et donc, j'avais dit ça. Et la deuxième chose que j'avais dit à Victoire, c'était d'avoir une vie de famille, d'avoir un équilibre de vie. Victoire avait un projet maternité, dont elle avait déjà envie à l'époque. Moi, c'était pas tout de suite, mais je voulais aussi devenir maman. Et on avait envie de ne pas travailler le week-end, d'avoir des vacances, d'avoir une vie normale, tu vois. Enfin, normale entre guillemets, mais équilibrée, avec des responsabilités et un peu de stress, évidemment, parce que tu es entrepreneur, mais quand même équilibrée. Sachant qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les 2 mamans. On est toutes les 2 mamans, voilà, 4 ans plus tard, C'est l'accélération. On est Victoire accouche dans 3 jours de son 2e enfant. Ah, waouh. Wow. Et donc, moi, j'ai une petite fille et elle va avoir sa 2e fille dans 3 jours. Mais donc, à ce moment-là, la première année, on n'écoute pas. C'est-à-dire que Victoire se dit, bon, ok, je mets en stand-by. Je dis à mon mari, on met en pause. Moi, voilà, je considère même pas la chose. On prend des bureaux, on annule nos vacances. Vous n'êtes pas dans la vision... On est dans n'importe quoi parce que, en fait, on annule nos premières vacances. On était 2 à ce moment-là. Il se passait rien. On annule nos vacances en août. On est à Paris en août, mais il se passe rien. Il y a personne. Vraiment, on essaie de voir les gens. Personne n'est là. On se dit, mais du coup, on allait bosser à la bibliothèque toute seule. On pouvait parler dans la bibliothèque parce qu'il y avait tellement personne qu'on pouvait faire du bruit dedans. On allait dans les cafés, c'était désert. Et dès qu'on essayait de proposer un rendez-vous à quelqu'un, il nous disait oui, bah rendez-vous en septembre. Bah oui. Ça n'avait aucun sens. Et donc juste après, là, vous levez des fonds? On lève des fonds, donc oui. Donc finalement, on arrive quand même à lever des fonds en faisant tout ça, parce qu'on se conforme un peu dans le mood de l'entrepreneuriat. Donc on essaye d'approcher des incubateurs, des accélérateurs, etc. On prend un mentor qui nous a bien aidés, honnêtement. Ça, c'est hyper important d'avoir un entrepreneur qui peut te guider. Nous, c'était Florent Malbranche, qui était le CEO de Brigade, qui a pris de son temps, parce que Victoire était salariée chez Brigade quand on a fondé Neptune. Donc, elle a quitté Brigade pour se lancer dans les algues. Et donc, le CEO, avec qui elle s'entendait bien, a accepté de nous mentorer
Donc, il a pris de ses week-ends pour nous expliquer comment faire un business plan, comment aller lever des fonds. Il nous a présenté à des investisseurs. Ça a été un accélérateur réel parce que sinon, on n'avait clairement pas du tout de relations, pas du tout de code. On n'avait pas du tout de famille qui avait des relations avec des investisseurs qui pouvaient nous mettre en relation. Donc, honnêtement, ça a été game changer sur la première année, ce qui a fait qu'on a levé en 4 mois. Et au départ, on a levé 500 000. Très vite, on s'est rendu compte qu'on avait été très conservatrice et on allait manquer d'argent. Donc, on a levé 1 million. Et en fait, on avait 1,5 million, si on voulait. On s'est limité à 1 million, mais on avait rassemblé 1,5 million. Alors que tout le monde nous disait, oui, vous allez voir, c'est très difficile, il faut 9 mois, 1 an pour lever. Bon, pas du tout, en fait. Tu as un super projet, tu pitches, tu rencontres les gens. Et en fait, je pense que les gens, ils investissent surtout dans les entrepreneurs, dans les fondateurs. Et s'ils voient que tu es capable de gérer à peu près un business et que tu as les idées claires, honnêtement, ils y vont. Et que ton projet est bien. Et d'ailleurs, on a des gens qui sont rentrés en disant, bon, je pense que vous n'allez pas du tout faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Mais vous allez faire un truc génial. Donc, moi, je vais en mettre. Incroyable. Voilà. Puis en plus, tu as eu des super investisseurs, non? Ouais, on a eu les fondateurs de Doctolib, La Fourchette, La Ruche qui dit oui, Cajou. C'est ouf. Donc, avec une belle valo. Avec une belle valo. C'est ouf. Avec une belle valo. Et ensuite, on a refait une levée. Bon, là, je parle de financement. On a refait une levée cette année, en début d'année. Donc, deuxième levée de fonds, 1 million aussi. Avec un effet de levier à chaque fois. Donc, c'est-à-dire 1 million. Et après, on va chercher au moins 1 million en dette et subventions. Okay. Généralement 1,5 million. Donc, ça fait que pour 1 million, en fait, c'est 2,5 millions. Et donc, on a fait 2 fois 2,5 millions. Donc, on arrive à 5 millions. Parce que souvent, les articles sur Internet disent on a levé tant de fonds et ils intègrent tout. La dette, les subventions, l'equity, parce que c'est un pool. Nous, on a levé 1 million, c'est d'equity. Mais en fait, on a finalement 2,5 millions. Et toi, du coup, la première levée de fonds, c'est ce qui t'a permis de vivre au final, d'avoir un salaire? Exactement. C'est un salaire. Tu mets dans ton business plan que tu vas te payer tant. Et ensuite, tu as quand même une marge de manœuvre de t'augmenter, évidemment, si la société évolue. Ouais. Parce que c'est toi qui gardes le contrôle de toute façon. Donc, c'est toi qui te rémunères. Et c'est là où c'est très important aussi de ne pas tomber dans la vision de l'entrepreneuriat qui doit se cramer et qui doit ne pas se payer et qui doit payer ses équipes avant lui. Ça, c'est aussi dans le n'importe quoi qu'on a fait au début, dans la première année, c'était ne pas se payer, par exemple. Ça, c'était... ou se payer très, très peu. À tel point qu'on est en galère et que du coup, ça crée des conflits à la maison avec le conjoint, en fait, qui dit c'est pas possible, tu lèves des fonds, en fait, tu payes très bien des gens, tu te recrutes des top profils et toi, tu te payes une misère. Pourquoi? Alors que c'est toi qui as le pouvoir dans ta boîte. T'es majoritaire, t'es censé bien performer et il faut te payer, tu vois. Et donc, nous, pendant 1 an, on a fait n'importe quoi, donc on a fait tout ce qu'il fallait pas faire et après, on a tout inversé. Au bout d'1 an, on a fait un point. Et parce qu'avec Victor, on voyait que ça n'allait pas. Honnêtement, notre boîte avançait très bien, nos projets avançaient très bien, mais nous, on s'essoufflait. Et tu vois, c'est pas normal de s'essouffler au bout d'1 an et de se dire, surtout, en fait, on arrive à faire avancer les choses, mais on est malheureuse, quoi. Ça va pas. En fait, moi, j'ai créé cette boîte avec toi parce que je voulais partir de Paris, parce que je voulais travailler de là où je voulais. J'avais déjà le projet, même si je restais dans mes autres scénarios, donc salarié ou avocate, mais dans ce cas-là, avec d'autres modalités, de quitter Paris. Et là, je me retrouvais à avoir des bureaux à Station F et à devoir aller tous les jours à côté de mon équipe, alors que j'avais pas le temps, tu vois. Moi, ça me paraissait absurde de me dire, oui, j'arrive, alors qu'en fait, je dois aller à tel rendez-vous et donc je vais pas y arriver. Et donc, ça donnait des situations lunaires dans lesquelles toute la journée, j'ai envoyé j'arrive. Et à 18h, j'étais toujours pas arrivée. Parce que j'avais tout le temps plein de trucs à faire, tu vois. Au début, tu structures ta boîte, tu as énormément de calls à passer, de rendez-vous, et tu peux pas être à côté des gens tout le temps, en fait, en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, au bout d'un moment, je dis, moi, ça va plus, cette absurdité du quotidien de devoir venir à un endroit. Et en plus, je suis pas concentrée quand je suis en open space à la Station F. Je suis pas concentrée. Il y a tellement de gens à côté qui viennent m'interrompre. Ah, t'es machin. Ou ton équipe qui vient te demander, tiens, j'ai reçu ce mail-là, je réponds quoi? Mais en fait, toi, t'es en train de travailler, donc tu peux pas t'interrompre parce que la personne est en question. Il faut cadrer, il faut mettre en place des points. Et je trouvais que c'était difficile de le faire avec une petite équipe qui était jeune, parce qu'au départ, on va pas se mentir, quand tu recrutes en start-up, tu as accès à des jeunes profils qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, qui ont besoin d'être formés, mais du coup, qui n'ont pas non plus les codes de travail. Donc, si tu es en face d'eux, ils pensent que tu vas leur répondre. Ah ouais. Et donc, si tu t'enfermes et que tu t'éloignes, ils comprennent pas trop. Donc, moi, c'était difficile de faire un barrage, c'était difficile de venir tous les jours. Donc, je dis à Victoire, écoute, j'ai vraiment envie
qu'on puisse créer vraiment la boîte telle qu'on l'avait designée dans nos têtes et qu'on puisse reposer à zéro ce qu'on est en train de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est autorisé à construire la boîte de nos rêves. Donc, à se dire, en fait, on n'a pas envie d'habiter à Paris, on va habiter ailleurs et on va tout changer. Donc, au niveau des bureaux, déjà, on a décidé de passer en full télétravail et de pouvoir habiter de là où on veut. Donc, moi, je suis partie habiter à Lille et Victoire à Marseille. Ah oui. Voilà. Sachant qu'au bout de 2 ans, quand même, on s'est associé à un troisième associé qui était en Bretagne et qui, lui, avait des bureaux en Bretagne. Donc, on s'est retrouvé à avoir un pôle à Station F, un pôle en Bretagne, mais avec une volonté de conserver le télétravail, de se dire, on est une boîte 100% télétravail, sauf si il est nécessaire qu'on soit quelque part pour opérer une tâche, pour faire un rendez-vous. Mais en fait, c'est du pragmatisme. Oui. Tu vois, c'est logique. Et donc, ceux qui opèrent sur les algues, qui vont être en R&D, dans les labos, ou en train de cultiver les algues ou de les récolter, évidemment qu'ils sont sur le terrain. Mais si ils ont des journées où ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain, ils bossent de là où ils veulent. En fait, c'est de la flexibilité. Okay. Et moi, c'est pareil. Si j'ai des rendez-vous avec des investisseurs à Paris, évidemment que je vais à Paris. Mais si les investisseurs ne sont pas dispo ou acceptent la visio, je peux bosser depuis chez moi. C'est vraiment de se dire, chacun choisit le rythme de vie qu'il veut. À partir de là, on s'est dit, mais c'est génial parce qu'on va offrir ça à nos salariés, ils vont être trop contents. Et bien, pas du tout. Parce que quand on leur a annoncé ça, vraiment, c'était pas possible pour eux. En fait, c'était des profils qui avaient besoin de contact, qui étaient heureux d'aller à la Station F tous les jours, tu vois, qui avaient besoin de faire des apéros le jeudi soir, de faire régulièrement des choses entre équipes. Et nous, c'était pas du tout ce qu'on pouvait leur apporter. Et le choix de pouvoir vivre dans la ville de leur choix en conservant leur salaire parisien, ça les intéressait pas du tout. Et là, on aurait pu faire marche arrière et se dire, on abandonne. Clairement, c'était une mauvaise idée. Là, on n'a pas le choix. Mais en fait, non, on s'est dit, ça doit être nous, fondatrices, qui doivent passer en premier. Parce que c'est nous qui portons la boîte, c'est nous qui allons résoudre les problèmes tous les jours. Et c'est nous qui restons dans l'entreprise quand les salariés tournent. C'est nous qui faisons que si la boîte performe, c'est grâce à nous. Tu vois. Et donc, c'est la priorité. On est la priorité de l'entreprise et on doit s'écouter. Et donc, on le fait quand même. On décide du coup de poster des offres et de changer complètement l'équipe. Waouh. Voilà, avec un risque de pas trouver de gens, mais bon, on tente quand même l'expérience. Et finalement, c'est incroyable ce qui se passe, c'est-à-dire que là, on commence à pouvoir attraper des gens auxquels on n'aurait jamais eu accès, des top profils, vraiment, qui avaient de l'expérience, qui étaient dans des super boîtes, et en fait, à qui on refusait actuellement d'avoir du télétravail. Et du coup, ces gens-là, on pouvait les avoir. Trop bien. Voilà. Donc, on a été débaucher certaines personnes. On a pu attraper des gens qui avaient une expérience et surtout une autonomie. Parce que les gens qui postulaient en 100% télétravail, non seulement ils savaient ce qu'ils voulaient dans la vie, tu vois, ils ont une vie perso assez riche pour pouvoir s'occuper et ne pas avoir besoin que l'entreprise leur apporte tout. Mais en plus de ça, ils savaient très bien qu'ils pouvaient bosser en télétravail, qu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un sur leur dos ou de se faire contrôler, micromanager. Ils savaient respecter des objectifs, s'organiser. Et donc, c'était beaucoup moins de management de prendre ces gens-là. Donc, c'était beaucoup mieux. En fait, vous êtes alignés et du coup, vous êtes devenus magnétique pour tout ce qui était vraiment fait pour vous et qui était aligné avec vous. En fait, vous avez recruté les bonnes personnes pour Neptune. Ouais, des personnes comme nous qui voulaient construire leur vie Trop bien. en dehors de la boîte, qui voulaient avoir du temps et qui savaient s'organiser, qui savaient gérer, tu vois, qui étaient déjà flexibles, qui comprenaient à quel moment tu dois bosser, à quel moment tu dois te reposer. Enfin, vraiment, on a recruté des personnes comme nous en étant nous-mêmes, tout simplement. Ça, c'est pour la première partie sur tout ce qui est télétravail. Donc aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière, vraiment pour rien. Même si, tu vois, on est en train de construire une usine là, de production. On est en train de faire une 3e levée de fonds, là pour le coup, un total de 7 millions. On construit une usine qui va être positionnée en Bretagne, évidemment qu'il va y avoir des postes opérationnels dans l'usine. Oui. Mais encore une fois, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui veulent aller travailler tous les jours à un endroit, donc ça va leur convenir, et des personnes qui préfèrent travailler de chez eux, ça va leur convenir d'avoir des postes plus support. Oui, dans tout cas, tu as créé un système où, même si tu as ton usine, toi, tu peux rester à Lille et travailler de chez toi et aller de temps en temps à l'usine, quoi. C'est ça. Moi, je viens quand il y a un problème pour essayer de solutionner ou quand il faut ramener une personne qui va solutionner le problème. Ouais. Tu vois, moi, je viens pour vraiment les gros sujets. Je viens pour les visites d'investisseurs sur le site. Je viens pour les réunions où il faut recadrer l'équipe. Les formations aussi, parce qu'il faut former l'équipe aussi, quand même, à cette culture d'entreprise à distance. Tu vois, réaligner, que tout le monde soit aligné avec les objectifs. Je viens voir s'il n'y a pas des failles. Tu vois, je me dis, ça, c'est pas normal. Ce truc-là devrait rouler. Pourquoi ça roule pas? Je viens observer.
Donc évidemment que je bouge toutes les semaines d'ailleurs. Mais je vais pas forcément que en Bretagne, tu vois. Je vais à Paris, je vais en Bretagne, je vais ailleurs parce que, par exemple, là, je vais aller à Berlin parce qu'il y a le sommet de l'algue pour aller voir un peu ce qui se fait en Europe. Euh, donc je vais là où je dois être en tant que cofondatrice, tout simplement. C'est trop intéressant. En fait, moi, je trouve ça trop intéressant parce que j'ai toujours eu cette vision pour avoir eu aussi une marque avant avec du produit, etc. Et pour avoir un peu arrêté aussi parce que ça me convenait pas en termes de rythme de vie. En fait, j'ai toujours eu cette croyance de bah, si tu veux faire du produit, il faut en effet que tu aies un endroit sur Paris, il faut que tu fasses la logistique, il faut que tu aies une équipe sur place. Et en fait, je me suis toujours dit c'est énormément de contraintes d'avoir une marque parce que en fait, tu dois toujours être présent et c'est un rythme de vie qui est infernal. Et du coup, c'est ça que je trouvais vraiment inspirant chez toi, c'est que tu as réussi à complètement démolir cette croyance pour créer en fait une marque qui est agréable à gérer et dans lequel tu peux avoir ta vie perso, ne pas être dans les cartons et avec des équipes qui te demandent toutes les 4 minutes qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc tu m'as dit le premier pilier, c'était le télétravail. Et les autres piliers, c'est quoi, du coup, pour structurer tout ça? Ouais. Le deuxième pilier, c'est la vie perso, l'équilibre de vie. Ouais. Au départ, évidemment, qu'on veut se conformer à cette image de l'entrepreneur qui bosse tout le temps. Voilà. Donc on se déborde de nous-mêmes. En fait, il n'y a personne qui nous impose ça. On bosse soir et week-end. Bon, au début, c'est nécessaire quand on est encore dans nos jobs. Tu vois, je suis encore avocate, Oui. évidemment que je bosse le soir et le week-end sur ma boîte. Ça tombe sous le sens. Mais une fois qu'on a quitté nos jobs, on continue de faire ça. Ce qui n'est pas du tout normal. Et très vite, encore une fois, c'est une alerte de nos conjoints. Bon, ça va pas durer. En fait, c'est pas viable. Moi, ça me fait un électrochoc. Je me dis, mais oui, enfin, vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Effectivement, j'ai envie de couper. En plus, on commence vraiment à arriver à saturation de ce mode de vie-là, qui ne permet pas de se ressourcer, qui ne permet pas de prendre des bonnes décisions. Oui. Parce que le job de l'entrepreneur, c'est de prendre des décisions et de gérer les galères. C'est son job. C'est-à-dire que tous les jours, il se lève pour traiter des problèmes. C'est que ça. Et après, représenter son entreprise, voilà, un peu dans des podcasts, dans des moments cool. Ça arrive, mais c'est de la préparation quand même. Mais sinon, le reste, c'est gérer de la merde, gérer des galères. Et donc, pour être en état de faire ça, si t'es fatigué, t'es pas bien physiquement, pas bien mentalement, en fait, la seule décision que t'as envie de prendre, c'est d'arrêter ta boîte. T'es cramé. En fait, tu te dis, c'est ma boîte qui est en train de me tuer, je subis ma boîte, et donc, je serai mieux sans. C'est pas la bonne décision à prendre. La bonne décision, c'est comment je résous le problème actuel. Le problème, là, qui se présentait à cette époque-là, c'était on n'avait plus de temps perso, donc on va cloisonner. On va faire un peu le modèle du salariat, mais en fait, bon, je pense qu'il a été mis en place pour donner un peu de sens quand même, un peu de cadre. Et donc, on va arrêter de bosser le soir et les week-ends. Et puis après, plus tard, on a pris des vacances. Mais tu vois, c'était par étapes. Tu t'es imposé de dire, vas-y, à 18h30, peu importe si j'ai fini ou pas, je vais faire mon ordi. Alors, au départ, c'était pas 18h30. C'était combien? C'était quelle heure? 19h30. Et tu commençais à quelle heure? Et on commençait... Alors, aujourd'hui, je commence très, très tôt. Donc, à l'époque, je pense qu'on commençait à des horaires normaux, 8h30, 9h. On a toujours commencé à 8h30. Donc, tu fais de 8h30, 19h. Aujourd'hui, je commence à 6h. Ok, tu nous expliqueras ensuite. Et du coup, tu faisais 8h30, 19h, 19h30 et tu prenais ton samedi, dimanche. Ouais, voilà. Et pas encore de vacances au début, parce qu'on faisait par étapes. Évidemment, tu peux pas changer ton mindset illico. En fait, il faut voir que ça fonctionne avant de passer des paliers. Et donc, on faisait ça. On arrivait complètement à déconnecter. On était en forme le lundi pour attaquer. Tout était beaucoup plus facile. Tout était beaucoup plus facile. Et donc, avec Victoire, on se faisait des vocaux pour se dire à quel point on prenait du plaisir. Tu vois, on se disait, mais vraiment, c'est révolutionnaire de prendre des week-ends et des soirs. Vraiment, moi, j'ai fait ci, toi, t'as fait quoi? Enfin, bref. Trop marrant. C'était... Le concept du week-end est révolutionnaire. Oui. Non, mais et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on s'impose ça encore une fois? Et en fait, progressivement, tu vois, tu fais sauter un premier truc qui est le télétravail. Enfin, le présentiel, les bureaux, etc. Tu fais sauter un deuxième truc, qui est un équilibre de vie. Et après, tu te rends compte que tu peux tout faire sauter. Et là, en fait, tu commences à vraiment designer ta vie et tu t'arrêtes plus. Là, tu te dis, dès que j'ai un problème, vas-y, je cherche la solution, pas la solution des autres. La solution qui semble la plus logique. Pour toi. Pour soi. Et donc, le troisième pilier, qui est de designer sa vie, c'est qu'on voulait avoir des enfants. Mais on savait évidemment que ça allait être un nouveau challenge. Là, on va à un podcast de Clara Guémard, qui est l'ancienne directrice générale de General Electric France, qui a eu 9 enfants. Voilà.
et qui explique, dans le plus grand des calmes, que en fait, il ne faut pas s'inquiéter de comment on va gérer plus tard. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, mener ses projets, et on trouvera des solutions au moment où on sera dans le problème. Mais ça ne sert à rien de penser, de passer du temps, des heures, des années à essayer de trouver des solutions en amont d'un problème qui n'existe pas encore. Et les enfants, c'est ça. Et nous, on s'était dit, mais oui, mais là, c'est encore un truc où on avait eu une entrepreneuse dans une conférence à laquelle on avait participé du Galion qui avait dit que pour lever des fonds, il ne fallait pas avoir de projet de maternité parce que ça n'allait pas attirer les investisseurs. Et nous, on s'était pris de panique en se disant, OK, d'accord, très bien, pas de projet de maternité. Parce qu'on voulait jouer un peu les codes, même si on était contre ça et qu'on s'était regardé vraiment avec des yeux, genre, qu'est-ce que c'est on s'était dit, tout de suite, on n'a pas le temps de lutter contre ça, tu vois. Si c'est les codes, on prend les codes et après, on les changera. Donc, on est rentré dans le moule, hop. Mais même si je pense vraiment, avec le recul, qu'on aurait pu être enceinte en levant des fonds, il n'y aurait pas eu de sujet, vraiment. Parce qu'après, on a levé des fonds en étant enceinte, il n'y a jamais eu de sujet. Et donc, c'est des peurs qu'on s'invente. Et c'est juste parce qu'il y a une stat qui dit qu'il y a seulement 2% des levées de fonds qui sont attribuées à des projets portés par des femmes. Et donc, on se dit, c'est parce que peut-être les investisseurs aiment moins les femmes. Non, en fait, c'est parce qu'il y a moins de femmes qui lèvent des fonds. Moi, je pense aussi. Parce qu'on se dit pas que c'est possible. Parce qu'on se dit pas que c'est possible d'avoir un projet de maternité et de lever des fonds, tu vois. Et en fait, on s'auto-limite. C'est des croyances, ouais. Parce que nous, on l'a fait, donc je peux te dire que c'est possible. Et comment c'est possible ? Par contre, c'est là, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un hack. Parce que évidemment que quand tu as un enfant, tu as tellement de contraintes en plus à gérer que si tu n'acceptes pas de déléguer non seulement ta boîte, mais ta vie perso, tu peux pas, honnêtement, entreprendre sereinement. Et il faut savoir que moi, l'un des buts de ma vie, c'est la quête du bonheur. J'écris une newsletter depuis 3 ans qui s'appelle Dans la tête d'une entrepreneuse et dans laquelle je parle de mes 3 obsessions, l'entrepreneuriat, l'organisation et la recherche du bonheur. Et moi, ma recherche du bonheur, ça passe par la recherche de la sérénité. C'est pas de la joie intense à certains moments, même si je la connais, mais c'est plus de la sérénité qui va te permettre d'expérimenter à la fois la joie et aussi de lisser tes moments de down, de lisser tes moments difficiles. Parce qu'en fait, t'es serein. Tu vois, si t'es serein tout le temps. Et donc, cette recherche-là, pour moi, elle était hyper importante à garder en tête, même si je faisais le choix de l'entrepreneuriat et aussi le choix de la maternité. Et donc, pour ça, c'est devenu évident qu'il fallait que je délègue beaucoup plus que ce que je déléguais avant. Et on a eu la chance d'avoir une de nos investisseuses au capital qui a lancé sa boîte, qui est une boîte d'assistante personnelle, qui s'appelle YOLO. Et elle nous a proposé de tester le service dès qu'il est sorti. À ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans le choix de me dire, il faut que je délègue plus. Et donc, ça peut être une solution. Au départ, je voyais pas trop quoi déléguer, mais je me disais, c'est sûr qu'il faut que je réorganise. Mais on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on peut déléguer ? Et je me suis rendu compte qu'on pouvait déléguer vraiment beaucoup de choses. Déjà, on peut déléguer, quand on a des enfants, toute la gestion de recherche de nounou ou de crèche. C'est une vraie tannée de chercher une nounou ou une crèche. Ça, tu peux prendre 1 an, 2 ans. Moi, ma fille, avant d'avoir une place en crèche, elle a eu 2 ans d'attente. Wow. Donc, c'était avant qu'elle soit née. Elle était déjà inscrite. Une nounou, c'est pareil. Assistante maternelle. En fait, et ça te plombe parce que si tu n'as pas de garde, tu peux pas gérer ta boîte, tes projets et en même temps ton bébé. C'est impossible. Pour le coup, moi, j'ai accouché et au bout de 3 semaines, j'avais envie de reprendre. Il fallait que je trouve des systèmes de garde. Sinon, je ne pouvais pas reprendre. Donc, évidemment, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à faire appel à l'assistante personnelle qui a permis de me trouver une nounou à domicile, puis ensuite une assistante maternelle, puis ensuite la crèche. Du coup, c'est une assistante perso, c'est pas une assistante pro. Là, c'est vraiment une assistante personnelle. C'est une assistante qui gère ta vie personnelle. Elle fait un peu les deux, évidemment, parce que c'est mêlé. Donc, elle va m'aider à réserver des hôtels ou de réserver des restaurants dans des villes où je vais me déplacer, où je connais pas. Elle va m'aider à réserver des billets de train. Mais elle va aussi m'aider à faire des démarches administratives qui me prendraient des plombes si je devais le faire moi-même. Ouais. Par exemple, t'as des merdes qui t'arrivent, un courrier des URSSAF qui te demande je sais pas quoi, une injonction de payer, ou en fait tu sais même pas ce que c'est. Ou t'as des frais en plus sur ta facture de téléphone. Tu sais pas ce que c'est, tu vas devoir appeler ton opérateur. Combien de temps tu vas passer au téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un en ligne, d'expliquer ton problème, de dire c'est pas normal, il faut que vous me remboursiez ce truc-là. En fait, c'est plein de trucs comme ça, de micro-trucs à gérer dans ta vie qui vont te prendre des heures et des heures, alors que ton assistante, elle est formée à ça, elle fait que ça toute la journée, parce qu'elle le fait pour plusieurs personnes dans cette boîte.
Et donc, en 10 minutes, le Elle problème est va être réglé. efficace. Moi, j'aurais mis 1 heure, elle va mettre 10 minutes. Donc déjà, ça me coûte beaucoup moins cher que mon temps à moi. Mais c'est trop intéressant. Parce que moi aussi j'ai pris une assistante il y a quelques mois, tu vois, et pour gérer un peu de pro et un peu de perso. Et c'est vrai que c'est game changer, mais c'est pas encore très démocratisé, tu vois, en France, d'avoir des assistantes. Et surtout pour la partie perso. Tu sais, ça fait un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, c'est pas en Asie, tu vois, ou à l'étranger, où tu vas avoir des assistantes qui vont gérer le foyer. Mais en France, c'est pas trop démocratisé, donc je trouve ça hyper intéressant. Tu lui demandes quoi d'autre, par exemple elle fait les courses, elle fait des trucs comme ça aussi. Elle fait les cadeaux quand je dois faire des cadeaux à des gens. Parce que non, mais elle est Trop marrant. globalement des achats que je dois faire et que j'ai pas le temps de faire, elle peut les faire. Donc notamment envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un ou un cadeau de naissance. Trop bien. Évidemment, parfois je choisis où j'ai la chose en tête, mais le temps d'aller créer un compte sur les sites internet, etc. J'ai pas le temps en fait dans ma journée. Il faut que je concentre mon énergie sur les choses qui apportent le plus de valeur. Donc ces choses-là qui sont importantes dans ma vie que je veux garder, mais qui finalement seraient plus facilement délégables par quelqu'un d'autre parce que j'apporte pas de valeur dessus, je peux lui déléguer. Pour les courses, elle m'avait déjà fait une recherche, parce que je peux lui donner des recherches aussi à faire. Elle m'avait fait une recherche sur des systèmes de livraison de plats sains à domicile, pour que je gagne du temps aussi le midi. Donc, elle m'avait fait une recommandation. Parce que globalement, parfois, je peux lui dire, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux me chercher, par exemple, un coach sur tel domaine? Et donc, ou alors, pareil, j'ai un rendez-vous médical à faire, plutôt que d'attendre 6 mois pour trouver le temps de moi-même me mettre à chercher le professionnel de santé et pouvoir réserver. Et encore, il faut en trouver un qui soit disponible, qui accepte des nouveaux patients. Et ben, je mets mon assistante dessus et en fait, elle va chercher un professionnel de santé qui accepte les nouveaux patients et qui est formé sur l'expertise qu'il me faut. Ouais. Et elle va prendre le rendez-vous, elle va le mettre dans mon agenda. Et en fait, au quotidien, dès que j'ai une demande qui va normalement s'ajouter sur ma charge mentale, sur ma to-do list, ben, hop, c'est délégué à mon assistante. Elle va même classer mes documents de santé, par exemple, sur un même dossier. Comme ça, si un jour on me demande, oui, est-ce que vous avez tel document, pouf, je peux le sortir parce qu'il a été classé par mon assistante. En fait, tout ce sur quoi j'apporte pas de valeur, je le délègue. Et honnêtement, oui, c'est peu démocratisé aujourd'hui. On croit encore beaucoup que c'est parce que tu as réussi que tu peux déléguer, parce que tu as de l'argent, alors qu'en fait, c'est parce que tu délègues que tu peux réussir. Parce que tu as beaucoup plus de temps dans ta boîte et dans ta vie pour mener les projets qui demandent le plus de valeur, de ta valeur personnelle. Et la valeur personnelle d'un fondateur, c'est la représentation d'entreprise, évidemment, mais c'est vraiment minoritaire. Et c'est aussi décider. Comme je l'ai dit, c'est la prise de décision, la gestion des problèmes. Franchement, il faut avoir un mental solide pour ne pas se laisser affecter par ce qui arrive. Tous les jours, dans la boîte, il y a des mauvaises nouvelles, des décisions difficiles à prendre que personne ne veut prendre dans la boîte. Et donc, si tu n'en as pas un qui est capable d'être tout le temps celui qui est de bonne humeur, qui motive les troupes, qui dit non, ça va aller, mais qui non seulement le dit, mais en plus fait en sorte que ça aille bien, ça marche pas. Et donc, pour être cette personne-là, tu as besoin de bien manger, tu as besoin d'avoir un bon sommeil, tu as besoin de voir tes amis, d'être épanoui, tu as besoin d'avoir des projets perso en parallèle de ta boîte aussi, qui font que tu relativises. Et pour ça, tu as besoin de déléguer beaucoup plus que ce que font les gens. Et bon, faut pas se mentir, la charge mentale en France est encore beaucoup sur les femmes, notamment après un projet de maternité. Enfin, c'est-à-dire quand elles deviennent mères, il y a encore beaucoup de choses qui sont gérées par les femmes. Et avoir une assistante personnelle, c'est pas déléguer le fait d'être avec ses enfants. C'est au contraire permettre d'avoir plus de temps pour être avec ses enfants. Moi, je le vois comme ça. Je délègue pas du tout la gestion de ma fille. Je délègue l'inscription à la crèche, la déclaration de combien je paye tous les mois à la nounou, parce qu'il faut... avant, quand on avait une nounou, il fallait déclarer tous les mois sur le site de l'URSSAF combien j'avais réglé avec des cases qui sont vraiment très compliquées à comprendre. Franchement, pour avoir assisté à un rendez-vous, c'était incompréhensible. Vraiment, il faut avoir fait un master ou un doctorat en URSSAF qui s'appelle Page Emploi, qui est vraiment avec des règles de calcul d'heures fixes, etc., d'heures normées, tu comprends rien. Donc, déléguer ces trucs-là, ça permet que le soir, t'es avec ton enfant. T'es pas en train de faire les déclarations, t'es pas en train de gérer les courses, le ménage, etc. T'es en train de jouer avec ta fille. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. J'ai 1 heure le matin avec ma fille, 1 heure et demie le soir avec elle, où je ne suis pas sur mon portable, je n'ai rien à faire d'autre que rire avec elle, que de lui apprendre des choses. Et franchement, je trouve ça formidable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut encourager toutes les femmes à déléguer leur vie perso. Et aujourd'hui, du coup, ça ressemble à quoi une journée? Parce que du coup, je suppose qu'il faut quand même que tu sois vraiment focus pendant les moments où tu travailles. C'est quoi tes méthodes de travail? C'est quoi ton organisation de la journée? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, alors,
le rythme de travail, ça dépend vachement de comment on est chacun. Il faut vraiment s'écouter. Là, pour le coup, j'ai rédigé une newsletter qui s'appelle « À quelle heure faut-il se lever le matin ?» dans lequel j'ai vraiment réfléchi à déconstruire toutes les injonctions qu'on avait, et même si ça ressemble à une injonction quand je dis à quelle heure faut-il se lever ce matin, comme si j'allais répondre à une certaine heure. En fait, non, mais il faut se poser énormément de questions pour savoir comment on organise sa journée. Il faut se connaître. Et moi, j'ai un rythme très efficace, finalement, le matin. J'ai toujours vu dans ma vie que j'avais une énergie débordante et une absence de flemme le matin. En fait, le matin, je suis capable de tout. Je peux abattre une dose de travail qui est vraiment très haute. Par exemple, quand je passais le barreau, que je le préparais, je me levais à 5h et à 5h15, j'étais derrière mon bureau et je bossais 5 heures d'affilée sans pause. Et en fait, j'entrais vraiment en concentration. Je ne voyais même plus le temps passer. J'étais tellement en concentration sur un sujet que j'avais compris l'essentiel en fait d'une matière, tu vois, en 5 heures. Pour arriver à ce degré de concentration, il faut savoir quand est-ce que ton énergie est la plus haute. Il y a des gens, vraiment, le matin, ça ne va pas être possible. Ils ne sont pas là. Ils ont un temps pour émerger qui est beaucoup plus long. Ça va être plus le soir. Moi, c'est vraiment le matin. Et donc, quand on est dans une vie normée où on essaye de se conformer à des horaires de bureau ou une vie de famille qu'on nous impose, etc., ça ne fonctionne pas. En fait, au bout d'un moment, on va être fatigué, on va en avoir marre. La seule manière d'avoir une journée où on se sent complètement aligné et serein, c'est d'avoir la maîtrise de son temps et heure par heure dans sa journée. Et c'est possible malgré le fait d'avoir un enfant. Ça demande juste de vraiment faire un effort de concentration et de faire tomber les barrières mentales. Moi, par exemple, vraiment, j'y ai réfléchi quand j'ai écrit cette newsletter. J'y ai réfléchi d'abord pour moi avant de partager mes astuces. Parce que dans ma newsletter, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends une problématique que je rencontre, que je connais ou que beaucoup de gens m'ont demandé. Et j'essaye de réfléchir comme si c'était un devoir sur table. Tu vois, vraiment, je vais retourner le truc. Et à la fin, je vais sortir la solution. OK, c'est ça, en fait, il faut faire. C'est Ok. ça. Et parce que moi, j'ai expérimenté, parce que je l'ai vu ailleurs, parce que voilà, j'ai lu des livres, etc. Et je te fais un condensé comme une mini-formation, mais pour 6 euros. Donc, c'est très, très abordable. Et donc, quand j'ai écrit cette newsletter sur à quelle heure faut-il se lever le matin, moi-même, je me suis rendu compte que je devais absolument me lever avant 6 heures du matin. Même si, finalement, j'avais du temps le soir parce qu'un bébé, ma fille a 1 an et demi, donc elle se couche à 19h30. Donc, théoriquement, tu vois, j'ai du temps le soir, je peux faire des soirées vraiment tranquilles, je peux me remettre à travailler, etc. Mais en fait, mon énergie n'est pas là du tout. Elle est là le matin. Sauf que ma fille se lève à 7h, 7h30. Donc, je peux pas non plus commencer hyper tôt. Sauf que moi, j'ai besoin, quand je m'écoute, de commencer vraiment tôt pour avoir le maximum de mes tâches les plus dures, les faire en première tâche de la journée. Ok. Donc, ça m'oblige finalement à avoir ce rythme de me dire, je me lève à 5h du matin. Là, tu te lèves à 5h. 5h, 5h30. Tu mets un réveil ou pas? Oui. Ok. Oui. C'est difficile ou tu te réveilles bien? Au début, c'était horrible quand j'ai Ok. pris la décision. Parce que, en fait, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai mis en place cette année, de me dire, vas-y, j'écoute vraiment mon rythme. Au début, j'étais pas sur ce rythme-là, donc je me levais quasiment juste avant que ma fille se réveille. Il y avait tout qui se passait en même temps. Je devais me préparer, je devais la préparer. Et en même temps, j'avais l'impression d'être débordée parce qu'il y avait de l'entrant qui arrivait avec de mon équipe qui me demandait, oui, il y aura ça aujourd'hui à voir, etc. Bref, tout en même temps. Et du coup, pas de zone de focus, vraiment pas de morning routine. Je me suis dit, ça va pas du tout. Donc, j'essaye 6h30. Mais en fait, j'ai un peu le même sentiment, tu vois. J'ai juste le temps de me préparer, de prendre un petit déj, et pouf, c'est ma fille, commence. et la journée commence, et j'ai pas pu traiter une idée qui m'est venue la veille au soir, mais que j'avais pas le temps de traiter parce que j'étais crevée, tu vois. Et donc, je me suis dit, non, il me faut un sas entièrement. Donc, du coup, quand j'ai mis en place ce changement, ça a été dur, tu vois. Mais après, je sais que, comme toute habitude, il faut 1 mois à peu près pour que ça devienne facile. Maintenant, c'est facile. Et maintenant, Dieu merci. Enfin, je me dis vraiment, je ne peux pas revenir en arrière. Et donc maintenant, je me lève à 5h, 5h30. Je vais me doucher, m'habiller, me préparer. Même si je suis en télétravail, d'ailleurs, je me prépare comme si je sortais pour aller au bureau, parce qu'on ne sait pas de quoi la journée est faite quand on est entrepreneur. Et je suis susceptible d'aller à Paris pour un rendez-vous dans la journée, donc il vaut mieux que je sois préparée et que je sois pas en pyjama. Et surtout, au plus, je vais déposer ma fille à la crèche quand même, parce que ça, j'aime bien, ça me fait marcher le matin. Donc, je délègue pas, parce que j'adore, en fait, faire ma petite marche pour aller la déposer, lui faire un bisou, etc. Et donc, de 5h30 à 6h30, je me prépare. Et ensuite, j'ai 1 heure avant qu'elle se réveille. Et dans cette heure, je fais vraiment ce qui est le plus difficile
à faire. Tu vois, je hit the frog. Sur Neptune, du coup. Sur Neptune, ou sur un problème de ma vie perso qui peut être un problème aussi à résoudre, tu vois, une problématique que je peux rencontrer et que j'ai pas pu déléguer. Mais sinon, essentiellement, c'est Neptune. Et donc, dans 7 heures, je vais vraiment faire le truc le plus dur de la journée. Il va être tellement facile parce qu'en fait, je me pose pas de questions. Tu vois, je prends le truc, il est écrit. Évidemment que je prépare toute ma to-do la veille. Je sais heure par heure ce que je vais faire dans ma journée. Donc, je sais ce que je vais faire de cette première heure. Et je fais cette chose. Et ensuite, j'enchaîne avec ma fille qui se réveille. Je la dépose à la crèche. Je reviens. Là, il est 8h20. Et là, je peux te dire, j'arrive chez moi. J'ai mon bureau dans ma maison, puisque j'ai une pièce vraiment qui est mon bureau, que j'ai décoré à ma façon, qui est très lumineux, très blanc, qui a une vue sur des arbres dans la nature, etc. J'adore, à Lille. Et là, le sentiment de sérénité, de pouvoir commencer la journée en ayant fait le plus gros objectif qui est déjà atteint, ou qui est déjà en cours, parce qu'évidemment, sur 1 heure, parfois, ça suffit pas. C'est quelque chose de difficile, mais au moins, les pistes sont lancées, tu vois. Parce que généralement, si j'arrive pas à débloquer une chose sur 1 heure, c'est que j'ai besoin de faire appel à un ami ou un expert. Et donc, je vais envoyer des pistes un peu à droite à gauche. Qui fait quoi dans tel domaine? Et donc, tu as un sentiment d'accomplissement dès le début de ta journée. Ça te donne une impulsion pour le reste. Et ça te donne un sentiment de sérénité, déjà de maîtrise de ton temps, de sérénité sur ta journée, parce qu'en fait, tu pourrais très bien aller te recoucher. Tu as fait le truc qui apporte le plus d'impact pour ta boîte. Évidemment, tu vas pas te recoucher. Mais en plus de ça, tu peux gérer les merdes qui arrivent, parce que c'est pas grave, en fait. T'as fait Le plus dur. le job, tu vois. Mais comment est-ce que tu touches à quelle heure tu touches ton téléphone? À quelle heure je touche mon téléphone? Dès le début, parce que c'est mon réveil, il est dessus. Ouais, mais Donc genre, quand il sonne... est-ce que par exemple, quand tu commences, tu fais la tâche la plus difficile, tu fais bien attention de pas aller, par exemple, sur Instagram, de pas ouvrir ton. Bah, sauf si la tâche, c'est d'aller sur Instagram pour aller chercher une info en particulier. Ouais. Hein. Évidemment, tout est logique. C'est-à-dire, Oui. si j'ai besoin d'utiliser mon téléphone, j'utilise mon téléphone. Si c'est une tâche de réflexion stratégique, c'est beaucoup ce genre de tâche que je fais à cette heure-là, je ne touche pas mon téléphone. Mais moi, j'ai une politique vraiment très distante vis-à-vis de mon téléphone. D'ailleurs, je ne cesse d'éduquer les gens à ça. J'ai éduqué des investisseurs à ça. J'éduque tous les partenaires avec qui on travaille, les banques, etc., à ne pas m'appeler n'importe quand, puisque je maîtrise mon temps dans ma journée. Je maîtrise ce que je suis en train de faire, les tâches, les rendez-vous, les gens avec lesquels je suis. Et pour moi, les gens qui me disent « Oui, je vous appelle dans 5 minutes », même pas, d'ailleurs, qui ne me disent même pas, qui m'appellent tout de suite pour me dire quelque chose. J'ai un message automatique qui s'envoie de mon téléphone, qui est pour la plupart du temps en ne pas déranger. Donc, dès que j'ai un appel, j'ai un message automatique qui s'envoie et qui dit « Je ne suis pas joignable par téléphone, mais je le reste par SMS ». Okay. Et donc là, la personne est invitée à me dire quel est l'objet de son appel. Et je peux répondre quand je m'attribue un temps de consultation de mes mails, de mes SMS. Je peux répondre si c'est urgent. Généralement, c'est pas urgent. Ok. Vraiment, je pense que j'ai jamais eu une urgence. En fait, je ne connais même pas une situation où on m'a appelé et où c'était urgent que je réponde tout de suite pour prendre une décision immédiate. Okay. Il peut y avoir des urgences de la journée, mais tu vois, si tu vois 1 heure plus tard le message ou l'appel, ça va rien changer. Et après, j'ai un filtre famille et crèche et nounou. Et donc, si j'ai une urgence effectivement réelle, qui est ma fille s'est fait mal, il faut venir la chercher à la crèche ou j'en sais rien, ça passe. Okay. Ça, je vais avoir l'appel, je vais le prendre. Mais le reste du temps, je suis en focus. Et donc, mon téléphone, il est pas là. Il est à distance. Je consulte vraiment sur les temps de pause. Mais en fait, comme je prépare la veille au soir et aussi le dimanche soir, je fais une vision globale de comment va être ma semaine. Et la veille au soir de tous les jours, je remets en question ma to-do list pour me dire, est-ce que vraiment je dois faire ça? Est-ce que vraiment ce truc-là, il y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire? Est-ce que c'est vraiment la priorité? Là, c'est quoi la priorité de demain, en fait? Et tu vois, je réagence. Et du coup, là, je construis vraiment ma to-do list heure par heure. Parce que si je fais pas ça, je vais mettre trop de choses. Je me connais, je vais mettre trop de choses. Je vais me dire, Okay. on va faire ça. Donc, ça me rentre pas. chaque heure, tu sais ce que tu dois faire? Ouais. Et alors, par exemple, là, à 8h, tu es devant ton bureau. Ouais. Tu commences ta journée, ça se passe comment? Alors, je commence la journée par, du coup, la première tâche que j'ai prévu de faire. Évidemment, je prévois toujours moins de tâches que de temps imparti. Parce que je sais que je vais déborder sur certaines tâches et qu'il va y avoir de la surprise. Puisque, encore une fois, le job de l'entrepreneur, c'est gérer les galères. Donc, ça va être quelles sont les galères du jour. Je ne sais pas à quelle heure elles vont arriver, comment ça va se passer. On va devoir caler un point à un moment donné. Donc, il faut que mon agenda il soit flexible. Mais sinon, je commence par la tâche que j'ai prévue, qui est la tâche la plus importante, la plus urgente, et qui demande que ce soit moi qui la traite. Voilà. Il y a aussi des tâches qui prennent plusieurs jours, plusieurs mois, et donc que je dois faire un peu tous les jours.
Et donc ça, c'est pareil, il faut qu'elle soit bloquée dans mon agenda. Et il y a des plages que je mets qui sont pour des micro-tâches. Où là, ça va être par exemple, pendant une demi-heure, j'ai une espèce de to-do de petits trucs rapides à faire, mais je vais les faire en batch, tu vois. Genre, je dois répondre à tel mail, tel message sur Instagram, parce qu'évidemment, j'ai plusieurs canaux. Donc, tu vois, pour me dire, je vais faire... Mais en fait, je réponds pas à tout. C'est-à-dire que je sais que je dois répondre à telle personne, telle personne, telle personne, et je vais pas aller répondre à tous mes mails de la journée. Parce que ça, je ne le fais jamais. C'est impossible. En fait, je reçois tellement de sollicitations. Et on va pas se mentir, en télétravail, tu es beaucoup plus en copie de mails. Parce qu'évidemment, tu as besoin d'être au courant des choses. Donc moi, j'essaye de dire à mes équipes, ne me mettez pas en copie de tout. Mais ça arrive encore. Et donc, du coup, je suis obligée de filtrer à quoi je réponds. Donc, j'ai jamais de inbox zéro. Mais je me mets des temps de réponse à des trucs importants où je sais. En fait, j'ai vu. Répondre. Il faut répondre à un truc. Mais évidemment que ça va pas me prendre 2 minutes. Donc, ça va me prendre peut-être 5-7 minutes parce qu'en fait, il faut que j'élabore la réponse et que je sache exactement ce que je veux dire. Si je dois convaincre une personne, si je dois refuser un truc et que c'est un peu difficile, prendre une décision et expliquer un raisonnement, tu vois. Ou alors expliquer un process. De maintenant, on va faire comme ça. Parce que pour structurer une boîte à distance et que ça marche, il faut mettre en place des process. Donc, on est tout le temps en train de se dire, non, mais là, le truc fonctionne pas, voilà le process. Tu vois, ou revoir justement quelque chose que mon équipe m'a envoyé, un contrat à signer, une modification. Donc, ces tâches-là, tu vois, ça va être dans du batch où je vais les faire les unes après les autres sans réfléchir. Et après, je prendrai une pause au bout d'un temps défini. Donc, tu as des phases, soit de deep work sur un sujet, une problématique, soit des petits créneaux où tu batches tous les petits trucs à faire. Ouais, tous les petits trucs à faire. Et sachant que je sais que c'est pas grave si j'ai pas fini. Parce qu'après, donc moi, dans mon équilibre de vie, à 17h45, il faut que j'aille chercher ma fille. Tu prends une pause déj. Je prends une pause déj, oui. Après, tu reprends l'après-midi. Tu reprends l'après-midi à 17h30, t'arrêtes pour aller chercher ta fille. Ouais. Mais en fait, quand t'as un enfant et que tu veux le voir et que tu veux passer du temps avec ton enfant, t'as intérêt à être hyper efficace. En fait, tu procrastines plus. En fait, ta to-do list, tu la démontes. Tu t'enchaînes, tu fais ça. Et vraiment, dès que je suis bloquée, ok, d'accord, je suis bloquée, il faut que je demande à quelqu'un d'autre. J'envoie la balle à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça peut être un autre entrepreneur, un expert. Je vais chercher un coach. Je dis à mon assistant, tu peux me trouver un coach là-dessus parce que je m'en sors pas. On va préparer ça. Ça, je me dis en fait, non, mais ça, finalement, c'est ma DAF qui va le faire parce que clairement, je suis en train de me prendre la tête sur une stratégie financière, mais elle peut très bien le faire. Tu vois, et en fait. Trouve des solutions, faut aller vite. Bam, bam. Ouais, c'est en mode, je fais avancer. Et à la fin de la journée, 17h45, pouf, c'est fermé. Et après, tu reprends le soir ou pas? Bah, ça dépend. Alors, en règle générale, non. Sauf, évidemment, on est toujours dans la logique. S'il y a vraiment une urgence réelle, qu'il y avait une deadline, si demain on a pété la deadline parce qu'on s'est mal organisé, tu vois, ça arrive des erreurs. Parce que normalement, tout est organisé, donc il n'y a pas de deadline de dernière minute. Mais imaginons, je sais pas, j'ai un entrant qui me dit oui, vous êtes nominé pour recevoir un prix. Il faut absolument que vous envoyiez le truc demain. quelque chose pour demain. Tu vois, et genre, mon équipe est partie. Donc forcément, tu le fais. Et c'est moi qui fais. Parce que ça, c'est hors de question que je dise à mon équipe bonjour, bonsoir, tu peux arrêter ta soirée et faire à ma place. Non, c'est hors de question. Ça, c'est ce qu'on me faisait quand j'étais avocate, tu vois. Aujourd'hui, c'est moi qui absorbe les urgences en dehors du temps de travail. Mais globalement, tu essaies de finir. Et comme ça, tu passes du temps avec ta fille. Après, elle va se coucher et toi, tu as un petit temps off pour vraiment faire tes hobbies. Soit je vois mes amis. Parce que du coup, en étant revenue à Lille, j'ai pu revoir mes amis de lycée. Trop bien. Donc mes amis d'enfance, et donc je les vois toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Et donc ça, c'est trop bien parce que t'es plus dans ce que j'avais à Paris, parce que j'ai quand même vécu 10 ans à Paris, où tu vois les gens une fois tous les 3 mois, parce qu'ils n'ont pas le temps, et du coup tu passes ton temps à raconter ta vie, tu passes ton temps à updater. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et en fait tu ressors lessivé de ton verre, limite. Moi, c'était vraiment la sensation que j'avais. J'ai l'impression de pitcher ma vie en permanence et de pas vivre des moments, tu vois. Ouais, t'es pas en train de faire une activité ou de juste t'amuser. Tu présentes ta vie, tes actualités. L'ordre du jour. Ouais, c'est ça, tu vois. Et toi, alors, et après, c'est l'autre qui présente sa vie, tu vois, ses actualités. Ouais. Et donc, t'écoutes, tu poses des questions, mais c'est de l'interview, tu vois. Oui, c'est pas des moments de vie. Ouais, c'est pas des moments de vie. Et moi, vraiment, c'était quelque chose que je voulais changer. Et à Lille, du coup, j'ai pu me rapprocher de ma famille et de mes amis proches et de les voir une fois par semaine. Je leur dis plus ce que je suis en train de faire, en fait. Limite, on parle même pas de ma boîte. Je suis même pas entrepreneuse avec eux. On parlait de quoi? On parle... Mais en fait, tiens, on va s'inscrire à un atelier de poterie et on se marre parce que la dernière fois, il y en a une qui a peint pendant 3 heures et elle a fait une bande rouge et c'est tout. Tu vois, on parle de ça parce qu'on a vécu cet atelier de poterie ensemble et que par exemple, on parle du fait qu'on va aller à une fête de la citrouille.
Ok. Tu vois, et que c'est drôle de se Mais dire... vous amusez, quoi. Ouais, on s'amuse, on fait des événements thématiques, tu vois. Moi, j'adore organiser Halloween, enfin, organiser ou participer à Halloween. Donc, moi, je suis très celle qui pousse pour faire des événements à thème, de décorer toute ma maison avec Trop bien. des petites feuilles d'automne, etc. Donc, voilà. Et en fait, on se marre sur la personnalité de chacun, tu vois. Et oui, on va se dire un petit peu de ce qui nous est arrivé la semaine dernière, mais en lien avec notre vie perso, tu vois. Quelle routine skincare on a découvert. Et voilà, il n'y a pas de grand update qui prend 1 heure par personne pour présenter tout ce qui s'est passé. Ok. C'est vraiment juste, tiens, j'ai rencontré cette personne, c'était drôle, tiens, elle te dit bonjour, tiens, qu'est-ce qui te vient, enfin, mais voilà. Beaucoup plus une relation que tu vois dans Friends, par exemple. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est vrai que ça manque. Ouais. À Paris, les relations sont étranges parce qu'il y a la distance, tout le monde est hyper occupé. Et c'est vrai que du coup, même quand tu as des amis qui sont proches à Paris, bah, tu les vois une fois tous les mois si tu es chanceux, tu vois. Ouais. Alors que dans les villes plus petites, il y a un truc de beaucoup plus du quotidien. Et du coup, la relation est totalement différente. C'est hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tes tutos, tu fais sur quel outil? Est-ce que tu fais sur ton cahier ou tu as un outil particulier? C'est bien que tu parles de cahier, ça c'est un gros sujet. De cahier, c'est un test que je fais passer en entretien pour voir un peu quel est le degré d'organisation d'une personne. Parce que pour moi, quelqu'un de très organisé ne peut pas avoir de to-do list sur papier. Ok. Pour la simple raison que c'est une charge mentale supplémentaire. Et quand tu essayes de vraiment t'organiser au maximum, c'est vraiment mon sujet de prédilection, hein, l'organisation. Si ceux qui lisent ma newsletter le savent. Et d'ailleurs, je coach quelques personnes là-dessus sur mon temps libre. J'en coach 3 par trimestre sur comment leur libérer du temps et comment faire en sorte qu'ils soient mieux organisés. Et d'ailleurs, je forme aussi mes salariés. Je fais des formations en organisation. Donc, c'est vraiment ce que j'adore le plus. Et en fait, si tu veux pousser vraiment le truc de l'organisation au maximum, tu peux pas avoir un carnet écrit. Parce que tu dois tout le temps penser à l'avoir sur toi. Si tu l'as pas, t'es perdu. Tu vois, tu pars en déplacement, t'as pas pris ton carnet, tu l'as perdu. Et le pire, c'est que tu l'as perdu, quoi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a toute ta to-do list, toute ta vie, enfin, l'enfer. Et donc, tu dois tout le temps te dire, est-ce qu'il est bien avec moi, etc. Donc, ça te rajoute, en fait, sur ta to-do mentale qui n'est pas écrite, une charge, tu vois, de tous les jours avoir ça avec toi. Tu l'as déjà avec ton téléphone, tu vois. Donc, juste restons avec ton téléphone. Tu peux avoir 2 outils en un. Donc, moi, c'est mon téléphone, ma to-do. Et l'autre point, c'est que sur le papier, tu peux pas réagencer aussi facilement ta to-do list. À part tout rayer, recommencer. Ouais. Voilà, c'est pas possible. Enfin, j'avais essayé au début, évidemment. Tu vois, dans les années, je sais plus quand, quand j'étais avocate, j'étais pas encore sur des sujets très organisationnels. J'écrivais sur du papier, mais le nombre de fois où je recommençais ma to-do parce qu'elle ressemblait plus à rien, parce que je voulais vraiment avoir un truc clean, ou même pouvoir lire ce que j'écrivais et pouvoir reprioriser. Là, tu fais sur quoi, du coup? Et donc là, j'ai essayé plusieurs outils qui rajoutaient une complexité folle de devoir être sur une appli en particulier. Je devais ouvrir un truc qui parfois me fonctionnait mal sur une appli, donc je devais aller sur mon ordinateur pour pouvoir piloter. Et en fait, très vite, je me suis dit, non, mais en fait, ça marche pas. J'ai l'impression que mon outil idéal n'existe pas, donc je vais le créer. Donc c'est très simple, c'est Note iPhone. Donc c'est une note. Et avec dedans des petits ronds que tu peux cocher et qui, tu sais, réorganisent tout seul. Quand tu coches, ils se mettent à la fin. Je fais ça aussi. Voilà. Bon, c'est bien, c'est que je suis une bonne. Voilà. Je suis au bon niveau d'organisation. C'est bon, t'es au top. Mais là, ça permet que toute la journée, je puisse réorganiser mes tâches. Et honnêtement, un truc que j'aimerais ajouter, mais qui n'est pas encore proposé par Note, c'est pouvoir organiser plus facilement en rang de priorité, tu sais, faire remonter. Oui. Okay. Mais voilà. Et en fait, pareil, sur les outils de to-do, tu as souvent des outils où tu as plusieurs to-do lists, tu sais, avec des deadlines, etc., des trucs qui te remontent. En fait, ça devient très vite ingérable. Moi, j'ai besoin d'avoir une seule to-do. Tu vois, j'ai une seule to-do avec vraiment, on va dire, aller jusqu'à 20 tâches. Si j'en ai plus, c'est qu'il faut que je délègue. Okay. C'est pas possible. Et donc, ces 20 tâches, tous les jours, je prends et je me dis, c'est quoi la priorité? Ok, c'est ça. Et je les mets dans ma to-do du jour. Et à la fin de la journée, je reporte ce que j'ai pas fait dans celle de demain. Mais au cours de la journée, il peut m'arriver carrément d'annuler, tu vois, et je barre. Okay. J'aime bien aussi barrer, me dire, en fait, cette tâche, je l'avais mal pensée. Tu vois, comme ça, le soir, quand je reviens sur ma to-do, je me rends compte de mon erreur, tu vois, et je me dis, ça, par exemple, tu vois, c'est un truc que j'aurais dû déléguer et que j'ai mis dans ma to-do. Et donc, comme ça, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. C'est quoi ton plus gros hack de productivité? Les raccourcis de texte en mode paragraphe. C'est-à-dire que si tu me demandes qui je suis et ce que je fais dans la vie, je tape moi un espace. Sur quoi? Sur et j'envoie.
par exemple en mail ou peu importe, sur un site qui me demande un questionnaire ou je sais pas, enfin n'importe Ah, quoi. sur ton ordinateur, tu as paramétré des Ouais. raccourcis. Et sur mon téléphone et mon ordinateur, c'est les mêmes. J'ai des raccourcis. Tu me demandes donc, qui je suis. Moi, ça te dit exactement qui je suis. Et ensuite, je mets algue 1. Ça présente les algues, les intérêts des algues, ma boîte. Si tu me demandes mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mon siège, mon numéro de TVA, Trop c'est bien. pareil, TVA 1. Tu as toutes tes réponses automatiques. Trop bien. Ouais, et en fait, tout est automatisé pour que j'ai plus besoin de chercher quoi que ce soit. Trop Donc, stylé. je gagne un temps fou, vraiment, pour rédiger des mails, tu vois, parce que je passe mon temps, finalement, à me présenter, à expliquer ma boîte. Ouais. Je fais ça tous les jours. Je vais pas reprendre un texte que j'aurais pu faire et copier-coller, mais ça ne sert à rien, puisqu'en fait, en 2 clics, je peux avoir le mail qui est déjà rédigé. Ok. Donc, je pense qu'après, le next step, ce sera peut-être faire appel à une intelligence artificielle qui va encore plus vite, mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Ok. Et comment tu organises l'écriture de ta newsletter? Tu le fais quand dans ta semaine et parce que du coup, tu m'as dit que tu fais quand même des recherches de fou sur ta newsletter. Tu as un vrai travail dessus. Donc, comment tu fais ce travail en amont et comment tu la rédiges? Est-ce que c'est plusieurs fois dans la semaine? C'est un grand moment? Déjà, pour comprendre ma newsletter, il faut comprendre mon rapport à l'écriture. Moi, j'ai toujours écrit depuis petite. Même quand j'étais vraiment petite, je distribuais des histoires aux gens dans la rue pour qu'ils me lisent. Voilà, j'ai un classeur avec des histoires. Quand c'était Halloween, les gens venaient taper chez moi pour avoir des bonbons. Je leur donnais des histoires. Et ensuite, il y a eu cette découverte de la plateforme de newsletter il y a 3 ans, donc qui est Substack, où je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, des gens aux États-Unis, parce que c'est parti quand même d'un concept américain, où les gens commençaient à payer et à s'inscrire à des newsletters d'autres gens, des auteurs qu'ils aiment, des journalistes ou même des personnes lambda, des entrepreneurs, qui peuvent écrire comme ça et envoyer leurs pensées. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est génial, moi aussi, je veux écrire mes pensées, parce que j'écrivais déjà au quotidien. Moi, j'utilise l'écriture, et pour le coup, là, j'ai des carnets. Ok. J'ai des carnets et des notes digitales en fonction des sujets. Mais j'utilise l'écriture pour décharger déjà les émotions, où je vais aller dire tout ce qui ne va pas sur un sujet en particulier, sur un problème, quand ça ne va pas, et aussi noter quand ça va très bien, tu vois, pour figer une émotion, figer une joie, me rappeler et pouvoir revivre l'émotion quand je me relis. Donc ça, c'est hyper important, décharger l'émotion pour pouvoir passer à autre chose, tu vois. Tous les jours, tu fais? Tous les jours à peu près. Ouais, vraiment. Là, je dirais parfois il y a une semaine d'exception quand vraiment j'ai rien à dire. Et tu fais à quel Tu moment de la Mais journée? sinon, tous les jours, il y a au moins quelques bullet points, tu vois. À la fin de la journée, tu fais ou... Je fais à la fin de la journée. Ok. Pour que je puisse analyser ma journée, tu vois. Et savoir ce qui s'est passé et voir dans quelle émotion j'étais. Mais parfois, ça m'arrive, par contre. Donc, il y a vraiment le truc de écrire. En fait, j'ai un carnet sur 5 ans où j'écris tous les jours quelques bullet points de ce qui s'est passé, tu vois, pour pouvoir ensuite voir l'évolution au fil des années. Donc, ça, c'est très synthétique avec quelques bullet points et sous le prisme du ressenti. C'est-à-dire que je vais pas juste dire j'ai fait un podcast avec Mona aujourd'hui. Je vais dire j'ai ressenti de la joie quand Mona m'a posé cette question-là, tu vois. Ok, ouais. Et j'avais pas pensé à ça. Tu vois. En fait, c'est vraiment sous le prisme du ressenti parce que, encore une fois, moi, tout ce que je veux chercher, c'est la sérénité, tu vois, et dans mon quotidien. Et donc, il faut que je comprenne ce qui me génère de la sérénité. Donc, il faut que j'aille chercher mes émotions pour travailler dessus. Donc, j'écris comme ça, sous le prisme des émotions, ce qui se passe tous les jours. Mais ça, c'est dans un but d'analyse. Ce qui fait que tous les 2-3 mois, je vais aller relire les 2-3 mois précédents et je vais pouvoir dégager des schémas et des répétitions. Et notamment, pouvoir régler des gros problèmes dans ma vie. Quand je vois une pensée négative, on va appeler négative parce qu'elle me génère une émotion pas cool, de la colère, de la frustration. Moi, j'ai pas beaucoup de colère. C'est plus frustration, tristesse, déception. Quand j'ai une émotion comme ça qui revient plusieurs fois dans le mois, j'essaye de voir avec quels événements elle est corrélée et de comprendre, du coup, ça, il faut que j'évite. Ça, c'est pas possible. Cette personne, par exemple, est toxique dans ma vie parce qu'à chaque fois que je suis avec elle, je me sens mal. Okay. Tu vois, et les journées que j'ai passées et j'ai vu cette personne font que j'ai perdu confiance en moi, que je doute de moi. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, ça m'aide énormément. C'est l'écriture qui analyse. Ça m'aide à prendre des décisions. Mais pour ça, il faut faire des points avec soi-même. C'est hyper important. D'ailleurs, moi, j'ai des rendez-vous avec moi-même et j'ai des objectifs mois par mois où je fais un point sur est-ce que j'ai atteint mon objectif ou non. Voilà, donc, je suis très, très organisée sur ce plan-là. Et j'aide les gens à le faire au même niveau. Et ensuite, il y a l'écriture
où je décharge, qui va être que pour moi, où je fais passer l'émotion très vite, qui n'est pas sur le même carnet. Tu vois, là, c'est vraiment le carnet, je décharge une émotion forte que je creuse et je peux écrire pendant 45 minutes sur un sujet jusqu'au moment où je l'ai épuisé. Ok. Voilà. Et à partir de ça, donc tu as l'écriture qui analyse, qui pose le ressenti et qui va permettre l'analyse, et l'écriture qui permet de décharger. À partir de ça, je prends le meilleur de tout ça, ce qui m'a paru le plus intéressant, et je le mets dans ma newsletter. Et là, c'est l'écriture que je vais partager. C'est de me dire, moi, j'ai eu ce déclic énorme, et vraiment, je pense que tout le monde devrait l'avoir, et ça m'a pris autant d'erreurs et autant de réflexions et un chemin mental de parvenir à comprendre que c'était possible de changer les choses. Ben, je vais le partager dans ma newsletter parce que les gens doivent le savoir, tu vois. Et donc, c'est là où j'en fais un thème, ou alors, j'ai des newsletters qui s'appellent Pensées du mois, et là, je vais reprendre vraiment toutes mes pensées les plus intéressantes, dans le sens où elles peuvent parler à tout le monde, elles peuvent toucher tout le monde, et surtout, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément, qui ne sont pas déjà des redites, parce que je lis des livres de développement personnel, mais souvent, je suis en désaccord, parce qu'il y a des trucs, c'est trop facile, il n'y a pas de nuance. C'est dire des choses pour dire des choses aux gens, alors qu'en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est réfléchir. C'est est-ce que c'est vrai ou pas? C'est de se poser les questions. Est-ce que c'est votre vérité? Est-ce que vous vous sentez aligné avec ce que vous faites? Finalement, le développement personnel, c'est l'introspection d'abord. Oui. Tu vois, c'est savoir se connaître, et il y a des outils pour se connaître. Évidemment, il faut prendre du temps pour le faire. Et du coup, ta newsletter, en fait, c'est un condensé de toutes tes réflexions personnelles. Ça vient d'abord de toi. Et ensuite, tu le retranscris pour le partager et que ça fasse écho aux autres, quoi. Ouais, et donc, c'est 2 fois par mois où je vais m'enfermer un peu pour écrire. Le week-end, Ok, donc ça, tu le fais le week-end. je fais le week-end. Ça, pour le coup, j'ai un thème. J'ai toujours plein de thèmes en tête. Et donc, les idées viennent facilement. J'ai écrit à un moment donné la trame à toute vitesse. Voilà comment je structurais la pensée. J'écris un premier jet le samedi et le deuxième jet le dimanche. Et tu complètes avec des recherches extérieures? Alors oui, je peux aller compléter avec des recherches extérieures sur un thème en particulier, mais souvent, je les ai fait en amont parce que je pars de recherches ou de livres que j'ai lus pour dégager un thème et, par exemple, m'opposer, me confronter. Je vais aller prendre peut-être parfois d'autres newsletters, des choses que quelqu'un a dit dans un podcast où je suis pas du tout d'accord, et aller confronter ça avec des ressources que j'ai déjà en tête. Donc, je vais peut-être revenir dans un livre, tu vois, aller rouvrir, et voilà. Mais sinon, c'est majoritairement de la théorie personnelle. C'est mes raisonnements propres, mes désaccords avec ce qui est fait, mes solutions trouvées. On va dire qu'il y a 80% de personnel. Okay. Et honnêtement, je l'ai écrite à la base, elle était gratuite. Ça fait 3 ans que j'écris, et aujourd'hui, elle est payante parce que moi, j'achète des livres et des formations, et donc j'estime que c'est un travail aussi de pouvoir réfléchir sur des concepts et devoir donner des clés. C'est comme des mini-formations. Et honnêtement, aujourd'hui, je sais que c'est là où j'arrive à vraiment apporter un gain à la vie des autres. C'est-à-dire que je le vois, je reçois un nombre de messages de gens qui me disent « mais merci, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur ma vie. J'ai pris des décisions, j'ai quitté mon job, j'ai créé ma boîte. » Et en fait, au fil des années, qui me redisent « c'est grâce à toi, c'est grâce à ta newsletter, c'est parce que tu as écrit ça à ce moment-là que ça a fonctionné dans ma vie et que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire ce que les autres attendaient de moi. » Et moi, tout mon but, c'est vraiment trouver le bonheur, trouver l'équilibre. Et si je peux partager aux autres comment moi j'ai fait pour, je pense qu'eux-mêmes auront des déclics pour trouver comment ce sera le cas pour eux. Trop intéressant. Et du coup, allez tous vous abonner à la newsletter qui est super. Et j'avais une autre question pour toi, parce que tu m'avais dit aussi que tu voyais tout comme un jeu. Est-ce que tu peux nous parler de cette vision des choses? Ouais, c'est vrai que j'ai une vision de la vie qui est assez atypique. Et pour le coup, je ne l'ai entendue nulle part ailleurs jusqu'ici. J'ai une vision de la vie comme si la vie était un jeu et que les métiers qu'on choisissait, c'était des modes de jeu. Et donc, avant, j'étais avocate et je jouais avec le mode de jeu avocat. Donc, je mettais le déguisement de l'avocat, la robe, j'allais déambuler dans le tribunal, je prenais la façon de parler des avocats, tu vois, devant les juges, j'avais une intonation particulière, je saluais mes confrères, mes consoeurs, j'utilisais le mot de vocabulaire aussi de l'avocat, je me prêtais au jeu, tu vois. Et puis, quand j'ai arrêté d'être avocate, j'ai arrêté ce mode de jeu. Je ne peux pas continuer à avoir ces codes-là. Et donc, maintenant, j'ai le mode de jeu entrepreneur. Ce qui, aujourd'hui, me permet d'avoir le mode de jeu où il y a le plus de pouvoir magique. Parce qu'entrepreneur, tu peux tout créer. Donc, tu es comme un super-héros. Donc ça, c'est un mode de jeu avec un infini des possibles. Et le but de ce jeu n'est pas le même que le mode de jeu avocat. Le but, c'est de sauver ta boîte, de pérenniser ta boîte, de la faire grandir. Et donc, si ta boîte
cool. Si ta boîte est en échec, ce n'est pas grave. C'est la vie de ta boîte. C'est pas la tienne. Tu vois ? Et en fait, raisonner comme ça, avec cette pensée de mode de jeu et de personnage incarné, ça te fait prendre du recul sur c'est pas ta vie. C'est le mode de jeu dans lequel tu es, c'est les paramètres actuels. Si tu foires le jeu, c'est pas grave. Toi, tu continues ta vie et tu vas faire un autre mode de jeu derrière. Donc, tu peux rester entrepreneur et faire une nouvelle boîte et recommencer une partie. Ouais, tu recommences une partie. Tu recommences une partie. J'adore. Ou alors, tu peux décider de faire un autre mode de jeu. Et moi, j'en ai d'autres que j'ai en vue. Je me vois très bien un jour directrice d'hôpital. J'ai envie de craquer le problème des hôpitaux. Rien à voir. Ah oui, non, mais je veux craquer le problème des hôpitaux. Je ne comprends pas, en fait, comment ils peuvent être dans des étapes parfois pas possibles, avoir du personnel soignant qui est si mal payé. Je ne comprends pas. Donc, je me dis, à un moment donné, il va falloir que j'aille me pencher sur cette mission, cette partie-là dans ce mode de jeu. Je veux, à un moment donné, écrire à plein temps. Donc, devenir écrivaine de métier. Pour voir ce que c'est, tu vois. Me prolonger que dans mes pensées, dans un monde de pensées où je peux faire que écrire dans ma journée, ce serait incroyable. Mais je veux aussi devenir DJ, faire de la musique électro, parce qu'en fait, je sais que j'ai une appétence pour la musique électronique et que en fait, j'arrive à composer dans ma tête des mélodies et j'ai jamais essayé de le faire en vrai. Mais plusieurs fois, plusieurs personnes m'ont dit hey, c'est dingue, t'as l'air d'avoir une oreille pour la mélodie, parce que j'ai donné des recommandations à des artistes, des musiciens, parfois, mais pas par hasard, à des soirées, à des moments où alors, je suis sortie avec des musiciens et on m'a toujours dit que j'avais un truc que les autres n'avaient pas pour capter les mélodies, tu vois, et pour les inventer et pour ajouter tel instrument, etc. Alors que j'ai jamais fait de musique de ma vie. Tu vois, j'ai jamais joué d'instrument. Et donc, c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer à un moment donné, de me dire, vas-y, j'apprends. Et puis, j'essaye de composer. Et ça se trouve, ce sera un flop total. Et ça se trouve, j'ai pas du tout de don pour quoi que ce soit. Mais en fait, j'ai envie d'explorer. Et donc, tout ça pour dire que si tu prends la vie comme un jeu, dans son ensemble, tu vois, et que là, t'es présentément dans un mode de jeu que tu as choisi et que tu es en train d'incarner un personnage, tu relativises beaucoup plus l'échec. Et c'est là où tu vas chercher énormément de sérénité au quotidien. Parce que tu te dis, si demain ta boîte, elle coule, ce n'est pas grave. C'est même limite sympa. Parce que tu commences un autre mode de jeu. Tu vois, on t'ouvre une possibilité d'aller faire autre chose. Et donc, commence un nouveau chapitre de ma vie. Donc, évidemment, le but n'est pas de faire couler sa boîte. Et je suis pas en train de dire, oui, j'en ai rien à faire, je travaille pas parce que j'ai envie que ma boîte s'arrête pour faire autre chose. Pas du tout. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime performer et qui aime faire aboutir les projets. Et que tant que ce que je fais, ce que mon mode de jeu là m'apporte, est aligné avec moi-même et avec la vie en général, c'est-à-dire la société. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui a eu du sens. J'ai une mission, tu vois, d'apporter les algues et de les démocratiser dans tous les secteurs possibles. Tant que ça m'épanouit et que je m'y retrouve, j'ai envie de faire continuer la partie, tu vois. J'ai envie de faire perdurer la boîte, j'ai envie de la développer, j'ai envie que ça continue. Donc, j'ai aucun intérêt d'aller mettre en échec tout ça. Mais en même temps, je relativise en me disant, bah, franchement, même si je fais le maximum, je ne peux pas tout contrôler. Tu vois, c'est une boîte, ça dépend de tes salariés, de tes partenaires, du contexte économique, de tes investisseurs. Je suis pas toute seule dans le bateau, je peux pas tout contrôler. Donc, bah, si ça foire, tant pis, je ferai autre chose. J'aurai DJ, directeur d'hôpital. Il y a peut-être d'autres boîtes, parce que j'ai d'autres boîtes aussi en vue, mais tu vois, en fait, quand tu vois la vie comme ça, tous les jours, c'est un peu Noël, tu vois, parce que tous les jours, tu te dis, je suis en train de faire un truc que je kiffe, mais en même temps, bah, si ça s'arrête, je ferai un truc que je kiffe aussi. Et en fait, il n'y a plus de risque, tu vois, tu n'es plus en stress de ce qui t'arrive. Ouais. Tu te dis juste, aujourd'hui, je me lève et c'est Noël, je prends tout ce que je peux prendre, je m'éclate, je fais des trucs pour moi, je fais des trucs pour ma boîte. Et je sais qu'après, en plus, ça s'améliore. Ça sera toujours aussi bien. Ce sera toujours aussi bien et ça va même s'améliorer parce que tu engranges de la connaissance, tu vois. Tu fais moins d'erreurs. Et donc, quand tu te lances dans des projets, ils réussissent plus vite aussi, tu vois, que ce soit pro et perso. Et d'ailleurs, c'est important aussi d'avoir des projets personnels. Ouais. Mais c'est trop intéressant que tu veuilles faire des trucs qui sont totalement différents, tu vois. Genre DJ, tu vois, directrice d'hôpital, c'est vraiment des trucs qui sont... Genre là, tu as vraiment ouvert la case de tout est possible dans ma vie et je peux explorer absolument tout ce que j'ai envie d'explorer, quoi. C'est trop intéressant. On va arriver à la fin de ce podcast parce que on parle depuis déjà, je pense, presque 2 heures. Donc j'ai juste les 2 petites questions de la fin. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre sa vie, ça serait quoi ? Je dirais de s'attarder sur sa vision de sa vie pro et perso, de vraiment se dire qu'est-ce que tu veux construire avant de te lancer précipitamment, mais vraiment prendre du temps, donc de faire une introspection pour savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, ce que tu veux faire au quotidien, comment tu veux designer ta vie, c'est hyper important. Et ensuite, de déléguer tout de suite ce sur quoi tu apporterais pas de valeur, ce qui n'est pas ta tasse de thé, ce qui n'est pas ta zone de génie,
Ne pas attendre, en fait, d'avoir atteint un certain niveau d'entrepreneuriat avant de déléguer. Tout de suite déléguer. C'est en fait le job de l'entrepreneur, c'est déléguer pour gérer le bateau, les galères. Et ensuite, c'est de prendre soin de soi. C'est hyper important. L'entrepreneuriat, c'est pas un marathon, contrairement à tout ce qu'on entend partout. D'ailleurs, j'ai même fait une table ronde à un moment donné avec une entrepreneuse où nous a demandé notre vision de l'entrepreneuriat, si c'était facile. Elle a répondu « L'entrepreneuriat, c'est un marathon ». J'allais répondre l'inverse. C'était assez malaisant. Mais en fait, moi, je ne peux plus entendre ce discours de « L'entrepreneuriat, c'est un marathon, il faut tout sacrifier, tu vas voir, c'est dur ». Non, c'est pas une fatalité. Si tu veux faire semblant que c'est dur et tu veux cravacher et prendre toutes les tâches à ta charge, oui, ça va être dur, mais en fait, c'est ton problème. C'est toi qui as choisi ça. Tu choisis tout. Donc, si tu veux mettre en place une vie où tu gagnes en sérénité, où tu gagnes en maîtrise et où tu es le plus performant possible pour ta boîte, c'est aussi possible. Pour ça, il faut prendre soin de toi. Il faut mettre en place des choses tout de suite. Du lien social, voir sa famille, voir ses amis régulièrement, du sport, bien manger, bien dormir, c'est la base. Et ensuite aussi, bien se connaître quand même, passer par des phases d'introspection régulières, écrire. Si tu fais ça, normalement, tu vas t'en sortir. Et si tu questionnes aussi tout ce que tu faisais et que tu arrêtes de faire des trucs qui n'ont aucun sens et qui sont absurdes, ça va aller de mieux en mieux pour toi. Et tu vas réussir à créer la vie de tes rêves. Trop bien. Et dernière question, si tu avais une note à t'écrire à toi-même aujourd'hui, ça serait quoi? Je m'écrirais qu'en fait, c'est cool de faire des podcasts et que je devrais en faire plus souvent. Et jusqu'ici, j'en acceptais très peu. Donc, je vais peut-être revoir ma façon de faire. Trop bien. Merci beaucoup, c'était passionnant. Vraiment trop passionnant, trop intéressant. Je trouve que ça va aider énormément de gens. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode, à commenter, à le liker, à le mettre en story. On sera trop contente de voir que ça vous a plu et que vous l'avez écouté jusqu'au bout. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Bye! Bye, merci Mona.